Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gros Titi pour vous présenter les changements avec un mois de recul de la nouvelle saison pour Warhammer Age of Sigmar. On est sur la deuxième année, on va dire, sur les trois potentiels d'une édition, donc de cette troisième édition de Warhammer Age of Sigmar. On est sur la quatrième saison, ce qui est un super exercice de la part de Game Workshop, puisque ça a permis justement de faire tourner le méta et de nous proposer d'autres choses, que ce soit sur les mécanismes des bataillons, des figurines qu'on voulait mettre en avant, et aussi du scoring et des scénarios. On rappelle donc qu'on est sur cette quatrième saison. La première c'était, on va dire, celle des monstres, ensuite celle de l'infanterie, celle des personnages, et maintenant celle des sorciers. Ouais. J'ai pas fait d'erreur. C'est bon. Je suis pas un gnome avec On avait fait déjà une vidéo où tu étais venu nous présenter la saison, ses règles et ses scénarios. Globalement, c'était super positif. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un petit peu fait du yo-yo, en tout cas nous, sur notre amour d'Age of Sigmar. Faut savoir qu'au début, on a adoré la troisième édition. Comme Pride avait tendance à le dire, on était dans notre meilleure vie au sein d'Age of Sigmar, des battle tomes qui étaient profonds, équilibrés à l'intérieur de ceux-ci et en comparaison avec les autres. Même cette notion de saison, créer des listes assez sympas, parce qu'on mettait des grosses figurines, ensuite on mettait des gros packs, il y avait quand même des contres, puisqu'en fait justement, on avait la notion de chasseur et de chasser. Et malheureusement, au bout d'un moment, mais il n'y a pas si longtemps que ça, 6-8 mois, justement, il y a commencé à avoir des battle tomes qui étaient un petit peu trop forts, et c'est un petit peu terni notre image de justement d'Age of Sigmar. Ensuite, Game Workshop ressort cette saison, fait un changement de coup en point, et en plus de ça, deux patchs, puisque patch qui arrivait en même temps que ces changements de coup en point, et aussi un patch qui va arriver en septembre pour corriger tout ça. Il s'était aussi engagé à ce que ça soit la saison la plus longue vers on ne sait pas quoi, potentiellement une quatrième édition qui en général se fait en milieu d'année, donc on peut espérer à milieu 2024, peut-être après, on ne sait pas. Le fait est que là, on revient justement sur un Age of Sigmar qui est sain, on prend énormément de plaisir à jouer, il y a énormément d'interactions, et t'es venu justement nous parler de l'équilibre. Quel est toi ton ressenti? Ouais, c'est vrai que maintenant, après plus d'un mois où on a vu les premiers tournois se dérouler, pas mal d'équilibrage et justement les armées un peu se classer, un peu dans ce qu'on appelle la méta, donc dans la puissance envers les autres. Maintenant, on a un vrai recul sur la saison et on voit vers où on va aller du coup pendant un an, parce que du coup on a 1, 2, 3 livres qui vont encore sortir. On a City of Sigmar qui est quand même bien avancé, qui arrive très bientôt, et ensuite d'autres qui vont arriver, mais on se dit que le rythme se calme et nous emmène sur une saison plus complète. Et là, on va du coup pouvoir, durant cette vidéo, vous expliquer où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va partir pour la plupart des armées quasiment pendant un an, puisque la plupart de celles dont on va parler aujourd'hui ne vont pas bouger ensuite jusqu'à au moins juin de l'année prochaine. Ça, c'est Game Workshop qui l'a dit et qui a dit qu'il n'y aurait pas d'énormes changements à part petits changements au point ou quoi que ce soit. Mais là, on a un fin de saison, début de cette saison, mais qui se stabilise pour un an. Vous le savez, sur FWS, on n'aime pas faire des tier lists ou des tier codex, puisque souvent ça peut potentiellement décourager certains à aller chercher justement dans les viscères de leur tome de bataille pour justement aller chercher ce qui marche. Mais là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette disparité qu'on va avoir entre certaines armées? Est-ce que tu trouves que le méta est plutôt sain? Est-ce qu'il y a des aberrations? C'est avant tout pour faire un disclaimer, on a la lucidité de savoir, attention, on sait que même en cadre amical, s'il joue ça, il va me priver un petit peu de fun. Quels sont justement ces éléments? En gros, la disparité se fait aujourd'hui au niveau du scoring. C'est un problème qui arrive souvent dans les Game Workshop après un certain moment. C'est qu'en gros, on se rend compte que comme ils ont resserré la difficulté du scoring dans le livre de base de règles d'Age of Sigmar, du coup, on s'est beaucoup resserré sur le scoring interne au livre. Et malheureusement, là-dedans, il y a une grande disparité. Et du coup, c'est les meilleures armées qui ont un scoring le plus facile, avec potentiellement des fois le moins d'interaction avec l'adversaire, qui sont devant. Donc on a globalement Soulblight et Ossiarch, donc deux armées de la mort qui se portent vraiment très très haut. Pas d'incitation de la haine envers les joueurs de Hades. Non, on adore les joueurs de Hades, coucou à tous. En plus, ils ont pas mal souffert, donc on est très content qu'ils soient là, mais qui sont clairement très au-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, même dans des parties qui vont être serrées, c'est-à-dire qu'à la table, ça va jouer, il va y avoir des morts des deux côtés, des beaux combats, etc. C'est-à-dire que ça, c'est pas le problème qu'on attaque, il est plutôt équilibré en ce sens-là. C'est ça. Mais c'est le nombre de points qu'on marque chacun à la fin de la partie. C'est-à-dire que même un vendredi soir au club ou en tournoi, dans n'importe quel milieu, vous allez avoir une disparité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va prendre 10 minutes de sa petite cloque à réfléchir pour trouver qu'est-ce qu'il va faire dans le tour, pendant que l'autre, il va juste dire tiens, j'ai le choix entre 4. Bon, je vais prendre celle-là, elle est marrante. Tu peux une boîte de macadamia? C'est souvent des mecs comme ça. C'est souvent des mecs avec un journal de macadamia, et alors que toi, t'es en train de transpirer, t'es en train de... Tu veux une Donc ça fait que finalement, on isole vraiment ces deux-là qui ont, en dehors de Warscroll très bons et d'armées qui sont très efficaces, vraiment une efficacité à la table couplée à leur scoring qui est vraiment trop au-dessus, et tous les autres qui arrivent à faire des beaux matchs entre eux, qui sont plutôt serrés, intéressants, et sur lesquels du coup on a un avis qui est plutôt positif pour l'année à venir. Et c'est super galvanisant en fait de se dire que finalement sur une vingtaine d'armées, t'en as que deux qui sont pas imbattables, mais qui sont quand même au-dessus des autres en termes de facilité d'exécution. C'est trop cool. Ouais, non, c'est vraiment bien, et du coup ça annonce du très bon. Pour cette vidéo, on va donc tout simplement dérouler le nouveau document de Game Workshop, pas si nouveau puisqu'il est sorti en juillet 2023, et il s'appelle le Battle Scroll Hunt d'Or, qui est tout simplement le nom de cette
saison, de cette dernière saison peut-être, de la 3e édition. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur la cohérence au sein des figurines, puisque pour le rappel, pour le coup, 40K c'est inspiré d'Age of Sigmar, faut quand même le souligner, puisqu'à partir du moment où vous jouiez dans une unité plus de 5 figurines, alors la cohésion d'unité normalement était de 1 pouce les unes avec les autres, or là, il fallait que chaque figurine soit 1 pouce de 2 figurines si on n'était pas justement ces 5 modèles. C'est ça. C'est un gros changement, notamment dans les unités qui vont prendre un buff avec ça. C'est-à-dire que là, on passe à 6 figurines pour se maintenir à un pad d'une seule des figurines de l'unité. C'est beaucoup plus simple. Ça va mettre en avant 2 types globalement d'unités. De 1, la cavalerie plutôt lourde, c'est-à-dire qui se joue en général de 3 effectifs à 6 du coup en augmenté, donc du coup on avait tendance à galérer un peu sur l'unité de 6, déjà à la jouer, c'était pas très fluide ni agréable, c'était facilement contrable du coup aussi dans ces points là, ça te donnait une grosse faiblesse, et surtout l'infanterie monstrueuse. L'infanterie monstrueuse qui a été délaissée par OS depuis quasiment sa création, qui a jamais fonctionné, là pour le coup un gros up là-dessus, et qui en plus est intéressant à coupler avec la perte du coup des bataillons de régiments de galets, etc., qui permettaient de frapper sur 2 rangs et d'aider à frapper. On avait forcément besoin de mettre autre chose, et là c'est la cohérence d'unité qui vient, on va dire, remplacer ça sous une autre forme, et donc du coup, pas remplacer définitivement, mais donner un autre aspect à la méta et de découvrir d'autres unités. Tu précises que c'est de la cavalerie lourde, puisque en général, cavalerie légère, c'est des tranches de 5, donc eux, ça change pas leur vie, et derrière, la cavalerie lourde, c'est des tranches de 3, donc on n'osait pas passer à 6, puisque on passait ce fameux palier. Or là, c'est plus de 6 pour justement avoir ça. Donc faut quand même imaginer que vous allez pouvoir faire des trucs super stylés. En général, la cavalerie, c'est des socles gélules assez larges, donc tu peux t'en servir déjà, parce qu'enfin, tu vas pouvoir faire taper tout le monde, ce qui n'était pas le cas avant, tu fais une ligne débile, et en plus de ça, tu vas pouvoir les mettre en latéral, pour qu'avec tes socles gélules, tu puisses couvrir un maximum. Donc potentiellement aussi avoir des nouveaux mouvements qui vont te permettre d'enfermer l'autre chez lui. Exactement, et ça c'est ultra intéressant, que ce soit un point de vue tactique ou juste plaisir. C'est-à-dire que j'ai mon unité de 6 Varanguard du chaos, je veux taper avec tout le monde, j'ai pas à me prendre la tête, à faire des nids d'abeilles et tout, qui sont, même pour un joueur, on va dire, casual qui joue le dimanche, un truc qui est pas forcément agréable, c'est pas très joli en plus sur la table. Là, je prends les figurines, pouf, je pousse tout le monde est en cohérence, c'est facile, je tape avec tout le monde. Ou alors, avec des trucs un peu techniques, où on peut aussi faire des cordons avec des cavaleries, des choses, où on revoit aussi d'autres unités avec d'autres effectifs. Donc c'est là hyper intéressant de redécouvrir aussi certaines unités du bouquin qu'on mettait de côté à cause de cette cohésion. Ensuite, on a un changement de règle au niveau de la règle Attention Messire, qui pour rappel protégeait les personnages, surtout en fait quand on était dans la saison des champions de vétérans. Ouais, là en gros c'est énorme changement complet dans le jeu, parce que ça va s'inscrire je pense définitivement dans Age of Sigmar, c'est pas un truc qui va s'enlever. En gros là, quand on bénéficiait de la règle Attention Messire, ça n'a pas changé, c'est toujours les héros qui ont moins de 10 PV et qui sont pas montés, et qu'on est toujours à 3 pas des unités. Là en gros, quand on va être à plus de 12 pas d'un adversaire, ces héros qui ont ces restrictions-là ne pourront pas être ciblés par les tirs adverses. Donc c'est hyper bien, ça permet d'être moins frustrant pour le jeu, où avant il y avait juste un -1 touché, c'était bidon, quand un mec arrivait et vous tirez en 2+, vous disiez « Ah, j'ai quand même -1, ouais ok, je vais quand même t'éclater ton héros », c'est pas très agréable. Là, en termes de trade, c'est super intéressant, parce qu'en fait, on va être capable d'aller sortir un personnage, mais on va devoir s'exposer pour ça. C'est ça, soit on va rentrer dans les -12, soit on va devoir tout simplement peut-être nettoyer l'unité avant, c'est plus tactique, c'est plus intéressant, ça rend le jeu plus abordable, et même par contre on n'est pas protégé contre la magie, donc il y a toujours, par contre on peut toujours aller assassiner les personnages si on le souhaite. Ensuite on a une modification au niveau de certains objets magiques pour les plus vieux d'entre nous. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En gros c'est surtout l'Arcane Tome qui a bougé, globalement il peut ne être donné maintenant que à des unités qui ne sont pas des sorciers du tout. C'est-à-dire avant ce qui se faisait beaucoup, c'est que vous aviez un sorcier, l'Arcane Tome précisait que vous pouviez lancer un sort supplémentaire, et si vous n'étiez pas sorcier, là tout ça c'est enlevé, c'est juste si tu es sorcier, t'as pas le droit à l'Arcane Tome. Si tu n'es pas un sorcier, tu as le droit de le prendre et tu seras restreint dans les sorts que tu peux lancer. Ça, tu peux lancer un bouclier mystique ou un Arcane Bolt. En plus, c'est assez sympa parce que ça rejoint un peu le fun. T'as lu un bouquin, t'as Harry Potter, t'es en première année, tu sais pas lancer, tu as Avada Kedavra, quoi. Tu sais, t'es un peu en. Voilà. Non, mais c'est pas le genre de phrase qu'un mec tatoué. Le fluff. Il pas sec encore dessus, c'est tout magnifique. Maintenant, on va parler faction par faction, aussi bien sur les changements de coups en point, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont, et peut-être où est-ce qu'on va aller, en tout cas au niveau de cette méta, et surtout aussi s'il y a eu des modifications au sein de leur mécanisme, on va en parler. On va commencer par l'Order, et bien évidemment, petite dédicace à Pride, puisqu'on va parler des filles de Kain, des Daughters of Kain, déjà plutôt positif, puisqu'on voit ici que le tableau, il est full vert, c'est-à-dire full baisse de coups en point, qui oscille entre 8 et 15%. Pour rappeler un petit peu, Daughters of Kain, c'était un des premiers Battle Tomes sortis dans cette 3e édition. C'était la part belle à l'infanterie. Vous aviez en gros 2 gameplays possibles, soit celle de l'infanterie, les Witch, les Sisters, ou alors tout simplement la partie serpentine qui était plus basée sur le tir. Vous aviez de toute façon d'excellents éléments comme Morati, puisque c'était 2 figurines qui étaient ce qu'on appelle face cap, c'est-à-dire que on ne peut pas leur retirer plus d'un certain nombre de points de vie par tour. Donc c'est très agréable pour les joueurs qui aiment une stabilité, parce que vous allez vous empaler dans une unité et dire, moi thématiquement, je suis là 3 ou 4
4 tours. Ouais. Donc c'est plutôt très favorable. Attention, on parle de tours de jeu et pas de round. Ça veut dire que si on est censé pouvoir tenir 4 tours, c'est 2 rounds. Faut faire gaffe quand même. Exactement. Il y en a, ils ont des mauvaises surprises par rapport à ça. Par contre, ce qui s'était passé, c'est qu'on était aussi justement dans l'ère de la Crown Spine, c'est-à-dire que c'était la saison de Tundia qui est arrivée, et donc certains petits malins s'amusaient à mettre justement 2 figurines comme ça, avec d'un côté la Crown Spine qui empêchait de se désengager, et qui avait un système pour la tuer qui était aussi particulier, parce que c'est un système de niveau, et Morati. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fameux gameplay infanterie? Déjà, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était fort? Pourquoi finalement il y avait des failles? Et après, ensuite, quand maintenant tu vois autant de changements au niveau du vert, est-ce que avec les nouveaux scénarios et les nouveaux mécanismes, ça donne envie de les rejouer? Fais-nous tout, là, l'historique. Allez, c'est parti. Je te laisse. En gros, comment c'est passé? Daughter of Kain, depuis on va dire 1 an et demi, c'est une armée qui plutôt survit. C'est-à-dire qu'elle tient dans la métagame, les joueurs arrivent à se défendre et contre tous les nouveaux arrivants, on arrivait à faire des parties. Ça survivait globalement grâce au serpent de tir, qui était comme une très bonne unité, qui avec Morati permettait de faire des doubles tirs. Et donc du coup, c'était encore quelque chose qu'il fallait prendre en compte dans la métagame. Ça, il faisait partie des grosses armées de tir à cause de ça. Et petit à petit, quand les autres sont arrivés, ça s'est un peu essoufflé. C'est-à-dire qu'on a eu des nouveaux mécanismes qui sont arrivés, du frappe en mourant, des trucs comme ça, des trucs très désagréables pour Morati, normalement. Bon, ça les a calmés tout simplement. Ils sont petit à petit descendus en force par rapport aux autres armées. Ce qui se passe du coup là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme ils sont descendus, ils ont pris cette baisse en points généralisée, qui est plutôt très cool. Eux qui ont globalement pris toujours un peu soit des hauts, soit des baisses, mais qui étaient toujours un peu au milieu. C'est-à-dire que vous aviez du rouge et du vert dans les tableaux. Là, c'est full vert. Ce qui est intéressant avec la nouvelle saison, il y a 2 choses. La première, c'est qu'ils bénéficient très bien des dés primordiaux et des sorts qui sont rajoutés. C'est-à-dire qu'ils ont des Anatolian Locus qui sont des bons sorciers, ils ont des bons sorts qu'ils ont envie de fiabiliser alors qu'avant ils avaient quasiment aucun fiabilisateur. Et c'est bon sort à 7, c'est un 6, 7, 8. C'est ça, on pense surtout à Razor Mental qui est un sort exceptionnel de dégâts et d'agression. Ils peuvent en plus se téléporter, donc on peut très bien se téléporter, lancer des blizzards, mettre des Orfrost pour booster ses unités. Les Orfrost ça va très bien sur les unités plutôt à pied dont tu as parlé, les Sisters, les Furies, etc. Pourquoi? Parce qu'elles ont des très bonnes stats de touche et de bless avec des bons fiabilisateurs. Enfin, c'est le fameux sort où, en fait, vous savez, quand il passe, vous allez jeter un des 3, donc faire 1, 2 ou 3, et vous allez pouvoir la remplacer soit par la valeur de touche, de blessure, ou de raid, donc de pénétration d'armure. Or, c'était une des meilleures armées de jeu, parce qu'un pack de 30 faisait quasiment 90 attaques en 2+2+, mais manquait un peu de punch, notamment sur les armées armurées. C'est ça. Et du coup, là, on va pouvoir aller attaquer l'arène, donc ce qui nous manquait pour aller sortir des personnages des sauvegardes à 3+. Ça, c'est le premier sujet. Et l'autre, là où on est revenu vers les Daughter of Kain, là en tout début de saison, c'est pourquoi? C'est qu'en fait, on s'est souvenu qu'ils avaient un très bon scoring, les Daughter of Kain. Et comme celui du livre de base est descendu pour les autres armées, tout simplement, ils ont dit coucou, non, on a des bonnes grandes strats, des bonnes tactiques, et on est hyper mobile pour faire les scénarios que vous avez mis. Du coup, bienvenue. Tu vois. Et du coup, en fait, ils font une entrée qui est pas fracassante, mais en fait, on dirait quasiment l'armée, elle est redécouverte par les joueurs qui jouent même ça, qui étaient passés peut-être un peu à autre chose, que le gameplay était statique et pas forcément très très agréable sur le long terme. Là, on va pouvoir se refaire plaisir, rejouer des armées un peu mixtes avec un petit peu tout, du bon scoring et tout. C'est une armée très mobile, donc déjà, c'est parfait pour les nouveaux scénarios. Parfait pour les nouveaux scénarios, parfait pour les tactiques actuellement qui demandent plus de mouvement, sortir de son territoire, prendre les bords de table en dehors du territoire et tout. Donc tout ça, on a besoin de plus bouger, charger avec un héros de ligne. Tout ça, ça rentre beaucoup dans leur gameplay. Ils ont une bonne grande strat, donc globalement, leurs tactiques en plus vont bien avec celles qu'on leur a données avec le livre. Et ils les font de manière assez aisée. Donc c'est vraiment très cool pour eux. Franchement, c'est trop bien de se dire que les Daughter of Kain, qui sont une armée avec une vraie patte graphique, un vrai ADN, maintenant un vrai fluff, puisque justement il y avait la campagne entre la V2 et la V3, où en fait justement Morati devenait enfin une déesse. Je vais le dire à voix basse. Et ça, c'est super cool, parce qu'en fait, vous pouvez y aller les yeux fermés. L'armée, elle est trop cool. Vous avez un Battle Tom qui est quand même très beau. Vous avez des figurines iconiques comme Morati. Vous pouvez jouer des dieux sur table. Vous pouvez jouer soit justement de l'infanterie qui a pas trop vieilli, pour le coup. Et vous pouvez aussi jouer des figurines serpentines qui, elles, sont ultra modernes. Et en termes de modélisme, c'est juste trop cool. C'est ça. Et en plus, il y a un peu moins de tirs dans le jeu aujourd'hui. Vous avez moins de gens qui ont des armes à projectiles qui font des dégâts magiques. Ce qui est intéressant du coup, c'est que Morati a une durée de vie qui est un peu plus longue pour les joueurs de Daughter of Kain, alors qu'avant il y avait beaucoup d'armées de tir, donc c'est assez désagréable de jouer Morati dans ces méta-là parce qu'on la perd très vite dans la partie sans pouvoir vraiment faire grand chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contre. Et là, du coup, c'est plus sympa parce que quand il y a du close, des fois, on va engager Morati que T2 ou T3, et donc on va des fois la garder toute la partie. Donc c'est très cool en plus pour les joueurs de Daughter of Kain, où c'est plus simple à jouer même quand on vient de commencer l'armée. Ensuite, on va parler de nos amis de petite taille, c'est-à-dire les Fire Slayer. Là, le tableau, il est polarisé rouge. Ouais, eux, ils étaient très bons dans la saison d'avant, vraiment excellents. On les a pas mal redécouverts, ils avaient un peu disparu pendant un certain temps, et la dernière saison était très profitable. Pourquoi? Parce que c'était la saison des champions de galets, et leur armée était entièrement composée de champions de galets, donc ils ont bien kiffé cette saison-là.
Ils ont bien kiffé, ils ont bien perfé, ils sont revenus un peu en haut des tableaux, c'était joué dans les équipes internationales et tout. Avant, excuse-moi de te couper sur l'avenir, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, faut rappeler, on est sur une armée d'élite. Alors, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a des armées d'élite qui, elles, vont avoir peu de figurines. Les Fire Slayer, ils ont beaucoup de figurines, mais peu de packs. C'est là où, en fait, c'est intéressant. Et le souci, en tout cas, de ça, c'est assez logique, c'est quand on est sur un scénario avec 3 objectifs, bah, c'est très fort, on a 3 packs, on les met sur chacun des objectifs, et on se dit, viens Coco, tu vas voir comment est-ce qu'on gère le corps à corps. Et sur des armées qui nécessitaient plus de couverture de map, c'est-à-dire à l'échelle macro, d'avoir soit plus d'objectifs, soit de devoir soit bouger, ou peut-être même parfois faire demi-tour, parce que quelqu'un va faire pop des Nurglings ou des unités à gauche à droite, ça pouvait les pénaliser. Là, t'arrêtes pas de nous dire qu'on est sur une saison qui va mettre en avant la mobilité et ainsi de suite, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est une bonne question. Le problème déjà qu'ils vont avoir, c'est qu'il n'y a plus les bataillons qui les aident à taper avec une, entre guillemets, une portée améliorée, c'est-à-dire quand je suis derrière mon petit copain qui a 0,5 du combat, je peux quand même me battre. Ça, c'est le point qui va leur faire le plus mal, je pense, de manière générale. Ensuite, ils ont un scoring qui est décent. Il est pas bon, mais il est décent, il est OK. Par contre, là où ils vont avoir la difficulté, c'est le côté que ils vont devoir plus bouger dans la partie. Vous avez des scénarios qui se siphonnent, donc qui disparaissent d'un point de vue scoring. Vous en avez qui s'enlèvent carrément de la table. Et il faut des fois sortir de son territoire, il faut aller sur les bords de table et tout. Quand tu parles de siphon, en fait, c'est qu'en fait, vous ne pouvez marquer sur un certain type d'objectif sur la table que quelques points. Et après, il faut rebouger. Et c'est génial parce que on perd un petit peu, vous savez, l'aspect statique qu'on avait quand on regardait une partie en disant, ah bah là, c'est facile, on était 2, ça se voit, il fait un refus de flanc, il s'en va. En fait, maintenant, vous allez voir que ces fameux mouvements de table vont se passer plusieurs fois par game. Exactement. Et c'est carrément intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. Là où je pense qu'on va redécouvrir Fire Slayer, c'est avec plus d'unités. Donc, on va aller sur des gameplays, on va baisser encore le côté renforcé des unités, c'est-à-dire le côté où on doublait ou triplait les effectifs pour aller chercher les objectifs maximum. Là, on va descendre et du coup, on va se mettre plein d'unités pour justement pouvoir courir sur les côtés, faire ses tactiques, aller chercher les objets, etc. et être plus stable dans son scoring. Alors qu'avant, on avait un gameplay un peu château. Ce qu'on appelle château, c'est quand on dispose sa défense et puis on avance dans cette formation-là au fur et à mesure. Là, c'est beaucoup plus dur à tenir. Et ils ont gagné quand même un côté qu'ils ont une meilleure dissipation. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné quand même des primos. Eux, c'est un super bonus, qu'en fait, avant, ils étaient à 2D sec, et en plus, ils avaient une protection à 4 derrière. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient, on va dire, un seul rempart, parce que quand vous étiez contre une armée magie, il a des fiabilisateurs. Pour expliquer, en fait, tu parles des optimisations, c'est-à-dire qu'ils avaient un artefact qui leur permettait, à côté de la bannière qui la porte, de pouvoir annuler les sorts, que ça soit sur des malus à la touche, à la blesse, ou même aux dégâts, sur un 4+. C'était leur seul palier. Ce qui était très fort, parce qu'en fait, un joueur qui avait une vraie stratégie en tête, là on est plus sur un cadre compétitif, pouvait rien baser sur un 4+. En amical, ça passait, mais ça pouvait potentiellement être vecteur de frustration. Là, comme tu l'as dit, maintenant ils ajoutent une vraie dissipation, certes qui peut potentiellement être one-shot, mais au moins, le sort que tu vas cibler comme étant pertinent à dissiper, théoriquement, tu es censé le dissiper. C'est ça. Et là, en plus, du coup, avant de faire ton 4+, tu vas pouvoir en plus essayer de dissiper. Ou alors, tu vas pouvoir laisser passer et tenter des 4, et puis derrière tenter. Donc déjà, le joueur en face du First Slayer, il va devoir plus réfléchir. Et en plus, ils ont gagné, du coup, ce qu'on appelle les enchantements, en tout cas les améliorations supplémentaires, anti-magie. C'est-à-dire, eux, c'est une armée qui n'a pas de sorcier. Donc, ils vont immédiatement en avoir accès. On sait qu'ils ont une facilité à aller chercher les améliorations supplémentaires du fait d'un très grand nombre de héros et de jouer beaucoup de bataillons de manière générale. Et donc, ils vont pouvoir aller chercher tout ce qui va embêter les sorciers adverses. Et donc, je pense qu'ils vont moins subir la magie qu'avant, encore plus. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et en plus, ça va faire des bons chasseurs d'armées magie parce que, entre le 4+, une meilleure dissipation, tous les enchantements supplémentaires pour les aider, peut-être que ça peut rendre la vie difficile aux sorciers d'en face, avec en plus des armées qui vont sortir un peu de ce qu'on connaissait, et du coup, avec des bons joueurs Fire Slayer derrière, il y a peut-être des choses un peu à tenter. On continue ensuite dans les idounettes Deep King. Là, pour le coup, on est full vert. C'est marrant parce que quand ils étaient sortis en V3, ils étaient très forts, mais sur l'attrition. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pour le coup, pareil, ils ont fait du yo-yo, c'est-à-dire que dans leur dernière moulure, c'était full Muren. Ensuite, là, on est un petit peu dans l'ère des Thrall. Qu'en est-il maintenant justement de ça? En tout cas, ça fait plaisir de voir du full vert pour cette armée. Ouais, c'est cool en fait qu'ils aient du coup une grosse baisse en points. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place durant l'année qui s'est écoulée. Globalement, les idonnettes, ils étaient au fond du trou, ça marchait pas, ils n'ont jamais fait de résultats, ça pédalait, on trouvait pas de monture, ils bénéficiaient pas vraiment des champions de galets parce qu'ils en avaient pas des bons, pas non plus des vétérans de galets parce qu'ils avaient déjà les Thrall qui avaient gagné leur portée, donc en fait ça les aidait pas. Donc bref, c'était pas ouf. Et en plus de ça, ils ont pas un scoring qui est incroyable. Donc ils arrivaient toujours à tenir sur la létalité, ça joue, mais le problème c'est qu'ils marquent pas des points. Donc ils avaient un très gros problème là-dessus. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir sur une ère déjà où ils vont bénéficier beaucoup de la cohérence d'unité par 6, où là ça va beaucoup aider les Muren. On se souvient que les Muren du coup, par 6, on galérait un peu sur la cohésion, fallait, même si on n'a pas des énormes géules, on en a quand même des importantes, donc fallait arriver à faire un peu des nids d'abeilles pour pouvoir taper avec tout le monde. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se faire plaisir et taper avec tout. Donc les Muren d'attaque, c'est plus fort parce qu'on peut taper avec tout. Les Muren de défense, on peut faire des belles unités de protection par 6, donc c'est aussi intéressant. Ça c'est cool, c'est le premier point positif. Le deuxième, c'est qu'ils peuvent quand même bien bénéficier de la saison avec certains sorts, donc leur Frost, qui permet quand même de booster, comme on l'a dit tout à l'heure,
La reine, c'est aussi, ils ont une très bonne stat. On sait que c'est des bons fiabiliteurs, ça peut monter aussi en 2+, Donc là, si on buff la reine en plus, on peut tout éclater. Et puis, ils sont mobiles. Donc, eux, ils aiment bien qu'on leur donne un peu de scoring avec la saison. Ça va les aider. Par contre, ils vont avoir un scoring qui va s'essouffler normalement à peu près vers le T4, T5. La fin de la partie va être compliquée. Ils vont bien s'en sortir en début de partie. T4, T5, c'est plus dur. Parce que là, ils vont manquer de tactique. Et contre les BT qui vont pas être au même niveau qu'eux, ils vont vraiment pédaler. Donc, ils vont devoir, on va dire, rattraper ça par le niveau de jeu du joueur d'Idonet. Globalement, ce que tu veux dire, c'est que ça fait que tu ne crées qu'un delta de 2 à 4 points. C'est OK. C'est ça, ça va. En fait, je pense qu'ils peuvent tenir jusqu'à là. Alors, 2 à 4 points, c'est énorme sur une échelle de 20, mais ça n'empêche pas que ça va. Je pense qu'ils vont mieux s'en sortir en cette saison-là que celle d'avant. En tout cas, elle est plus favorable aux Idonettes, surtout avec une baisse en plus majeure. Au niveau de la tête des listes, est-ce que tu penses qu'on va être aussi polarisé que soit full Muren, soit full Thrall? Ou non, justement, on va être capable de faire des mix quand tu vois du full vert comme ça? De toute façon, ils n'ont pas des super sous-allégeances qui les tendent à aller jouer un seul truc, à part une allégeance qui favorise vraiment les Thrall. Donc je pense qu'on va aller partir sur les allégeances un peu qui vont spécialiser une ou deux unités et jouer un truc très polyvalent. On va arrêter l'air aussi, on jouait plein de rivers parce que c'est des super tireurs. Là, ça va pas les aider particulièrement, on va plutôt se prendre du mix, on va pouvoir aller jouer sur toutes les forces des Idonettes, se balader à droite à gauche, ressortir des packs de Muren qui avaient disparu des tables complets et se faire plaisir en mettant Arfrost sur des Muren de défense pour les faire taper aussi fort que celle d'attaque. Je pense qu'il y a vraiment des kiffs à aller chercher. Moi, en tout cas, je repartirais un peu de Muren en baissant le nombre de Thrall et puis en jouant un truc un peu polyvalent. Yes, honnêtement, trop cool pour cette armée, pareil, qui a un charisme de dingue et qui pouvait être un petit peu boudé par rapport justement à son gameplay ou à ses résultats. On va enchaîner ensuite à une armée qui par contre n'a pas du tout été boudée, qui a justement réinstauré un méta tir entre guillemets, c'est les Caradhran Overlord. Là, on voit beaucoup de rouge, à part l'Arcade Company, lui, il va baisser, qui était justement la ligne de base, mais en gros, personne ne les jouait puisqu'on allait chercher des sous-allégeances qui nous permettaient de mettre d'autres unités en ligne. Je pense que c'est une armée qui a créé beaucoup de frustration parce que pour le coup, qui tirait très fort et qui gardait une bonne mobilité qui en termes de géométrie fait que si tu polarisais à gauche ou à droite, t'es remonté à la table et en fait le mec n'était jamais à portée soit pour te tirer dessus, soit pour te charger finalement. Ouais, Caradhran, ça a commencé l'ère un peu de la frustration dont tu as parlé, qui était il y a 6-8 mois. Pourquoi? Parce que c'est de 1 une armée qui était ultra technique. Donc c'était très dur pour les gens à suivre ce que faisait le joueur Caradhran. C'est quand même un problème, on est quand même dans un jeu où il faut beaucoup communiquer, on parle avec son adversaire. Et du coup, quand tu comprends pas ce que le mec d'en face fait et que lui il te dit ouais mais enfin bon je vais pas passer 10 minutes à chaque fois que je fais un move à t'expliquer pourquoi je peux le faire. Donc le bouquin était très complexe, très compliqué, très technique, et donc du coup les joueurs Caradhran étaient obligés de jouer comme ça pour arriver à faire vivre leur armée, parce que le livre a été pensé comme étant très technique. Ça c'est le premier aspect qui rendait l'armée pas très agréable, et ensuite le fait est qu'elle était beaucoup trop puissante au tir de manière générale, ça tapait beaucoup trop fort, ça faisait des énormes alphas qu'on pouvait pas vraiment contrer, enfin c'était pas agréable du tout. Donc, c'était les Thunderers qui sont l'équivalent des Dévastateurs à Warhammer 40 000. Qui sont en plus fort, je pense. Qui sont justement une unité qui tirait très fort. Et globalement, on était capable de leur donner -2 en reine d'une fois par partie. Donc en fait, vous oscillez avec justement la reine -1, -2, -3 pour du tir, c'était excessivement fort sur un pack une fois par partie. Donc dès le T1, vous priviez l'autre d'une ressource, quasiment n'importe laquelle. C'est ça. Et en plus, ça tankait très bien les contre-charges, que ça faisait des bons tirs entre guillemets de contre-charge. C'était entouré de debuffs au corps à corps et tout, c'était insortable et ça pulvérisait tout le monde au tir. Très désagréable. Bon, les Caradhran, ce qui était intéressant par contre, c'est qu'ils ont un très bon scoring. Donc eux, en fait, et en plus, là, on passe dans une saison, ça bouge plus, le scoring demande de sortir de sa zone de déploiement, de se balader sur les bords de table. Magnifique, ils sont dans leur royaume à eux. Donc je pense qu'ils sont assurés d'avoir un très bon scoring, ils ont une bonne grande stratégie et tout. Ils vont tenir contre les meilleures armées aujourd'hui du méta. Par contre, du fait de la baisse où on leur a tapé dessus quand même assez salement, ils vont rentrer moins de choses, donc d'un point de vue attrition, ce sera plus jouable pour les gens d'en face. Donc je pense qu'ils vont rester au top, toujours très technique à jouer, donc très exigeant. On se rappelle, quand c'est la technicité, c'est pas simple à mettre en place les combos Caradhran et tout. On doit jouer avec plusieurs tours d'avance à chaque fois sur sa manière de bouger, de sortir des bateaux, d'y rentrer et tout. Donc c'était une armée qui était compliquée à affronter du fait qu'elle tirait très fort et qu'en plus quand on essayait d'aller au corps à corps, elle avait beaucoup de mécanismes, soit de nous tirer dessus quand on arrivait avec pas beaucoup de malus, mais en tout cas en faisant aussi mal. Et en plus, elle avait beaucoup de debuffs au corps à corps, ce qui la rendait difficile à affronter et un peu frustrante pour pas mal de gens. On se disait, je me fais tirer dessus et en plus, quand j'y vais, en plus, je me refais tirer dessus ou je perds encore des figurines, c'est pas très agréable. Et quand je tape, je fais rien. Bon, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'augmentation des coups en points, ils ont perdu en unité sur la table, mais ils gardent un bon scoring, donc ça va rester une armée qui va jouer dans le top niveau, pouvoir affronter n'importe qui, mais plus agréable à affronter. Maintenant, il faudra toujours faire très attention quand on affrontera les joueurs Caradhran, parce que c'est toujours aussi fort et impactant et technique. On passe ensuite aux amis Luminette, armée qui n'est pas tellement appréciée, alors que pourtant très cool, qui en plus maintenant a eu une range de figurines qui est énorme, où avant ils étaient un petit peu mono gameplay. On leur a beaucoup
chier dessus. J'ai même participé malheureusement à leur réputation parce que je les ai joués et ça pouvait être un petit peu frustrant parce qu'ils avaient des unités comme les archers ou un petit peu trop de contrôle sur la table. Tout ça avait bien changé, mais ce qui les avait rendus forts, c'est que comme ils finissaient par avoir une range de figurines et donc de choix stratégiques assez large, on pouvait aller chercher des kangourous, grosse mobilité, bon petit tir, on va dire pour ça, mais donc on pouvait contrôler l'adversaire, mais tout simplement en bougeant beaucoup, et puis en lui mettant des debuffs qui, s'il ratait des tests de commandement, ne pouvaient tout simplement pas bouger. Ensuite, il marchait aussi peut-être mieux en équipe qu'en solo, parce que tu pouvais mettre des grosses pièces comme Teclis, où c'était vraiment ta gueule, ça passe. Et donc finalement, comment est-ce que ça s'est passé dans les dernières saisons? Parce que moi, ce que je retiens, parce que j'ai arrêté de les jouer, c'était bien parce que finalement, quelle que soit la saison ou la période, ils avaient dans leur arsenal quelque chose qui faisait que ça marchait. Là, surpris, parce que j'avais arrêté de les suivre, mais tu vas pouvoir justement nous faire rattraper les wagons. Pourquoi est-ce que c'est full vert? Sauf, encore une fois, Teclis qui reprend encore 20 points dans les dents. Ouais, en gros, les Luminettes, ils ont, on va dire, massacré quasiment tout le monde durant les derniers 8-9 mois à grands coups de la sous-faction Elon. C'est-à-dire qu'il y avait un problème dans Elon qui disait, pour rappel, en gros, la sous-faction disait, quand vous avez une unité de tir qui a un de ses membres qui est à 6 pas d'un ennemi, vous doublez les tirs de l'unité. Ça faisait un scandale complet et des games très désagréables où pas mal de joueurs ont même, entre guillemets, mis une pluie sur Game Workshop en disant moi j'arrête entre guillemets à Ouest tant que ça n'a pas bougé. Bien sûr, mais parce que d'un autre côté, comment est-ce que tu veux donner le bon coup en point d'une unité quand tu doubles sa létalité quand t'es à moins de 6? Exactement. Il y a des unités qui bougeaient énormément, comme on pense au kangourou qui peut sembler avoir des tirs ok, tu le doubles, c'est ok, bien. C'est ça, et puis t'avais un sort qui te permet de doubler ta valeur de mouvement, donc en fait c'est pas 6 c'était la vitesse de et donc du coup c'était 18 parce que du coup quand vous doubliez plus bouger, en fait vous aviez 18 de menaces de Elon. Et en fait quand on tirait en Elon, tous les joueurs qui l'ont affronté savaient, vous rasiez n'importe quoi. J'entends maintenant en mai-juin, Elon justement a une réponse. Alors il y a eu 2 réponses à Elon. Déjà ça a été de se dire ok mais ça ne marche pas sur Déchaîner les Enfers, donc l'équivalent du tir en état d'alerte, c'est-à-dire que si tu arrives, chaque figurine à moins de 6 de l'unité qui a été chargée va pouvoir justement tirer, qui a chargé pardon. Or maintenant, alors là, c'est carrément assaini puisque c'est tout simplement, c'est pas un double tir, c'est plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Ouais, donc du coup c'est nul parce qu'en fait on cherche les blessures mortelles et on a déjà des plutôt bonnes stats de tir, on pouvait monter en 2+, 3+, des choses comme ça, donc c'était plutôt intéressant. C'est vachement intéressant de la part de Game Workshop de dire ok, on vous nerf, mais à côté de ça on baisse le coût en points pour que vous puissiez découvrir d'autres unités. Ouais, et du coup il y a des unités qui avaient disparu de la map, c'est-à-dire les esprits du vent, on avait du coup toute la partie de la montagne qui était semi-jouée mais qui attendait encore d'avoir une baisse pour pouvoir vraiment être exploitée. En fait il faut voir les Luminettes comme une espèce de boîte à outils infinie, vous pouvez tout faire. Vous avez une magie qui vous permet d'accéder à tout, des téléportations, des sortes de dégâts, des sortes de contrôle. Donc, et vous avez des unités qui savent tout faire. Vous avez un Hulk en plus. Hein. Ouais, vous avez des cavaleries rapides, vous avez absolument c'est vraiment une boîte à outils infinie. Et du coup, quand vous affrontez ça, c'est une des armées, on va dire, qui a une capacité à pouvoir tout faire. Tuer n'importe quelle grosse pièce dans le jeu, se défendre, tanker, faire de la magie, se déplacer, tout. Donc, c'est vraiment passionnant. Donc en fait, Luminette restera toujours au top, en plus du fait qu'ils ont un scoring qui est magnifique. Ils ont un des meilleurs scoring de tout le jeu. Donc ils arrivent à tenir un peu en tout. Le seul défaut qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de bonnes grandes stratégies, ils sont obligés d'aller d'en chercher en générique. Et les grandes stratégies génériques aujourd'hui sont difficiles, pas simples du tout. Donc du coup ça fait qu'ils restent toujours dans le panier des armées qui peuvent tout affronter, mais qui ont besoin déjà de pilotes intéressants, qui savent construire des listes, qui sortent un petit peu et qui vont chercher du coup les outils dont ils ont besoin pour répondre à la méta en ligne. Mais en fait, ils s'adaptent, ils changent d'unité, etc. Donc c'est. Je reviens un petit peu sur ce que tu as dit, c'est qu'en fait, c'est une vraie boîte à outils. Ça demande quand même de faire des choix sur la conception. Parce qu'en fait, c'est que quand vous avez la collection Luminette, vous serez toujours bon dans le méta parce que vous allez chercher ce qui vous plaît. Mais c'est au moment où on fait ça, c'est pas que sur table. Absolument. Mais alors, l'éternel débat est encore ouvert. Teclis ou pas Teclis? Surtout à 740 points. Bah, Teclis, toujours. Hein. Il vient de faire 3ème. On se parle au GT, entre guillemets, en Angleterre. Donc, enfin, il est toujours là, quoi. Il est toujours au top. Pourquoi? Déjà, il apporte une dispel auto, c'est trop fort dans le méta aujourd'hui. Il apporte un bonus au cast et au dispel autour de lui, donc ça fait qu'on peut beaucoup dissiper dans une saison où normalement on est un peu contraint. Voilà. Maintenant, par contre, il a un défaut, c'est qu'il se fait dispel ses sorts, ce qui n'arrivait pas avant, enfin en tout cas on avait beaucoup de mal. Donc il est toujours bon, il est toujours au top Teclis. Voilà. Et en plus, le fait de pouvoir caster un sort qui peut pas être dissipé, même un seul sort pour 740 points, des fois ça change des parties. Ensuite, on va parler des Séraphons. Séraphons qui ont toujours été fortes, qui n'ont pas toujours été observés par Game Workshop, parce que ils ont toujours été forts en Europe, on va dire, mais pas trop aux États-Unis. Je pense que maintenant ça s'est vu. Ouais. Là, en tout cas, ils ont eu un nouveau Battle Tome qui est moins dégénéré indirectement que ce qu'on a connu par le passé. Quand toute ton armée a moins 1 dégât, tu fais bon, ok mec, tu viens juste de diviser par 2 ma létalité potentielle. Et aussi un système d'invocation qui est un petit peu dégénéré. Ouais. Comment est-ce que tu les plaçais sur la dernière saison depuis leur nouveau Battle Tome et qu'est-ce que tu penses du changement là et de cette saison? Fin de la saison d'avant, ils n'ont pas trop existé. Ils ont fini par quand même être rattrapés par les armées qui sortaient. En fait, ils survivaient parce qu'ils tenaient
le rythme avec les petits White Dwarfs, les trucs qui sortaient et tout, ça tenait, ça survivait. Quand les derniers livres sont arrivés, le Spike, Caradon, Corne et tout, on les a dit, on a dit, allez, celui-là est beaucoup trop vieux, on arrête, on attend la refonte. Quand la nouvelle gamme est arrivée, et leur positionnement qui est aujourd'hui, il est quand même très différent. C'est une armée qui a vraiment deux facettes complètes, et les deux sont très bonnes. En fin de game, ça a réussi à trouver. On a un système d'invocation qui est par contre est trop fort, c'est fait partie de la force de l'armée, c'est-à-dire qu'elle pond une unité par tour, complète, assurée, sans quasiment pouvoir l'arrêter. Donc ça, c'est pas normal. On devrait pouvoir freiner les mécanismes d'invocation Seraphon, on peut pas. Et de l'autre, on a enfin découvert un aspect Saurus magnifique, c'est-à-dire avec des rushs de cavalerie et de dinosaures, avec du coup les raptors qui sont arrivés, une vraie existence auprès des carnosaures et tout. Donc il y a un second souffle qui est arrivé dans l'armée avec ce côté cristallisé qui est bien designé et qui combat vraiment le côté Sotek qui était, et puis Starborn qui était de ce côté-là qui quand le bouquin est sorti était devant à cause de la croix de bombe qui a existé globalement 15 jours, un mois, et en fait le game ça dit allez ça suffit, on arrête les bêtises avec ce truc-là. Votre système de... En fait on pouvait à l'époque passer des sorts à travers les skinks, mais il n'y avait pas de limitation du nombre qu'on pouvait faire. Là en fait c'est un par phase, terminé. Donc du coup c'est plus technique du côté de Starborn, plus brutal du côté cristallisé, c'est ce qu'on attend en fait de ce livre-là. Maintenant peut-être un design à avoir du côté de l'invocation, mais on en a beaucoup parlé sur cette chaîne depuis des années. Est-ce qu'on arrivera un jour à vraiment gérer les systèmes d'invocation? Parce qu'en fait le problème c'est que dès qu'on en met un, les joueurs plongent dedans, mettent toutes les ressources qu'ils peuvent dedans et en font un truc qui est trop fort. Je pense que Games, eux, le voient comme un truc où tu mets un peu de ressources, ça t'invoque 2-3 unités dans la partie, c'est cool. Mais en fait personne ne joue comme ça. C'est, en fait les mecs mettent un maximum de points. Et j'insiste parce que vraiment, on le voit beaucoup, les commentaires à base de ouais, vous décrivez un jeu qui est compétitif. Non, on parle d'un jeu équilibré. Et à partir du moment où vous réfléchissez, même un soir dans la semaine avec votre pote, ça peut être moteur de frustration. Bien sûr, et en plus on a envie quand on voit les unités qu'on peut invoquer des monstres, on peut invoquer des grosses unités de Saurus et tout. Ça donne envie, même si vous êtes en cool. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, moi je veux générer le maximum de points. Je vais mettre le slam qui double les points, je vais mettre ça, je vais mettre plein de trucs, et du coup je vais générer 20 points par tour. Ok, voilà. Parle-nous du système de scoring, donc de la saison qui est là, ouais. Et surtout d'autant de verre, de baisse de coût en points. Le baisse de coût en points apparaît beaucoup sur toutes les unités qui n'ont pas été jouées, donc tout ce qui ne concerne pas la bombe Croak, qui est en fait l'unité qui était dégénérée au début. Le reste du livre était peu joué, donc du coup, Game, ça a incité en disant, jouez le reste, en fait, le livre, il est grave cool. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est qu'il n'a pas un scoring dégénéré, du tout. Il a un scoring qui est équilibré et qui est bon par rapport à ce que vous allez jouer sur table. C'est-à-dire que tu vas avoir un scoring, on va t'aider si tu joues des monstres, mais du coup, tu pourras pas faire le reste des tactiques. Si tu joues des skinks, tu as des tactiques, mais tu n'as pas le reste. Donc du coup, tu vas avoir accès à une ou deux tactiques en fonction de la construction de ta liste, et c'est tout. Tu n'as pas 6 tactiques parce que tu joues Seraphon. Donc du coup, tu dois jouer avec la saison, avec ton livre. Et en fait, là, Games a réussi, alors je sais pas s'ils ont fait exprès, mais un espèce d'équilibrage entre leur livre de règles et le livre Seraphon qui est quasiment parfait. Voilà. Donc du coup, en fait, ils ont un scoring qui est... L'armée est forte, par contre, elle bénéficie d'un scoring qui est normal. Et donc du coup, ça la rend super intéressante à affronter et technique à jouer parce que du coup, il faut vraiment diluer avec ça. D'accord, parfait. Ensuite, on va passer au Stormcast. Et honnêtement, ça fait vachement plaisir de voir autant de verre. Ça a été une armée qui était trop cool parce que pour le coup, on sentait, au moins sur la première année d'AOS, qui... En fait, quand ils écrivaient un Battle Tome, ils l'équilibraient par rapport au premier. Ouais. Et donc, ça nous assurait une ligne éditoriale qui était quasi parfaite en termes d'équilibrage. Et on a tellement kiffé. J'ai dit un an, mais en vrai, c'était plutôt 18 mois sur AOS. Et là, de voir autant de verre, j'espère qu'on va revoir les Stormcast. Ça en est où alors? C'est les joueurs Stormcast rament, mais on trouve les premières lignes. Déjà, un truc intéressant, c'est que les nouvelles cohésions, ils aiment bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont toutes ces unités de Dracoline qu'on voyait avant, les Fulminators, les Fumigators sur Dracoline, enfin toutes ces unités-là qui étaient très difficiles à jouer parce que des grosses gélules de cavalerie lourde et compliquées à placer, donc on se faisait freiner avec les décors, avec les unités, bref c'était compliqué. Là il y a un petit peu plus de plaisir qui arrive sur table, donc c'est assez cool, on revoit des unités. Moi toutes les dernières parties que j'ai fait en Stormcast, j'ai découvert des unités que j'avais jamais vues pendant 3 ans, c'est magnifique. Alors c'est normal, quand vous avez 50 War Scroll, vous pouvez en découvrir assez souvent. Mais c'est vraiment passionnant parce que du coup, je pense qu'il est tombé, il a mis un Custodes dans l'eau. Ouais, il peut mettre n'importe quoi. Moi, il peut me sortir un truc. Ouais, lui, c'est machin. Et puis ils ont tous des noms, vous comprenez rien. Mais le problème globalement des Stormcast, ça va être le scoring. Ils ne jouent qu'à 90% avec le scoring du livre, qui est technique et vraiment exigeant et très compliqué. Donc ils peuvent y arriver. Mais c'est pareil, c'est un peu comme les idonettes, ils vont s'en sortir jusqu'à T4, T5, et puis après ça va galérer peut-être pendant un tour ou un tour et demi. Mais par contre, ils ont une belle boîte à outils. Par contre, ils n'ont pas tous les nouveaux mécanismes de jeu, de wargame profondément, c'est-à-dire les frappes en mourant, enlever les protections, faire ce genre de choses, tous ces trucs qui arrivent dans le jeu. Exploser en mourant, ils l'avaient déjà, mais c'est pas aussi fiable que ceux qui sont maintenant. Donc
Je pense qu'ils ont besoin d'une refonte un peu globale pour revenir vraiment. Par contre, il y a de quoi se faire plaisir, redécouvrir des unités qu'on n'a pas jouées pendant des années. On peut remettre des dragons, c'est toujours bien. Pour ceux qui ont acheté des dragons, ça marche toujours très bien, etc. Donc l'armée est vraiment sympa. Ce redesign, et en fait on voit que ce qui commence à marcher dans les Stormcast, c'est ceux qui créent des choses un peu nouvelles avec des unités qu'on avait oubliées, et puis baisse en points, après baisse en points, après baisse en points. En fait on se rappelle que c'est quand même des mecs avec des très gros marteaux comme une Sauvegarde à 3 qui mettent des sacrées patates. Et une sacrée grosse paire de couilles. Et du coup, en fait ils sont pas chers, mais on commence à se dire hey, c'est pas mal celui-là maintenant qui vaut que X points. Donc l'armée est cool, tout à fait jouable, pas facile dans le scoring, très exigeante pour les joueurs, mais par contre on peut redécouvrir le bouquin. Je vous invite surtout à découvrir ces unités de Dracoline, d'unités de cavalerie un peu montées, qui sont devenues beaucoup plus accessibles, comme les unités de paladins qui commencent par 3, les très grosses infanteries lourdes qu'ils ont beaucoup, ils en ont je sais pas combien d'unités, là on peut les jouer par 6, c'est agréable à jouer, c'est plus simple, c'est plus accessible, etc. On va maintenant partir sur les Sylvanettes, et je veux vraiment qu'on passe du temps dessus. Je trouve que c'est une armée super cool. C'est une armée qui séduit énormément de nouveaux joueurs. Quand elle est sortie, je trouve qu'il y avait un mécanisme énorme qui était un petit peu inspiré de la frappe chirurgicale, tu sais, avec impact que tu buffais, qui allait justement sniper un truc. En plus, on était dans l'ère justement de ces fameux bataillons de chasseurs qui permettaient de fiabiliser, ou en tout cas d'améliorer les dégâts de ces fameuses unités chirurgicales. Et puis, on s'est vite rendu compte que c'était aussi très tributaire de certains petits buffs qu'il fallait placer sur des unités. Et quand tu ratais ta charge, t'étais dans la pampa, t'étais baisé, et c'était un petit peu le seul gameplay qui pouvait être moteur de frustration, soit pour un joueur, soit pour celui qui était justement le général de cette armée-là. Et donc, c'est une armée qui a été un petit peu boudée, alors que pas tellement justifiée finalement, mais on s'est vite rendu compte, on va dire, des forces et des faiblesses. Ouais, c'est vrai, mais c'est une armée qui a quand même perfé pendant pas mal de temps à haut niveau, jusqu'au championnat du monde, où il faut savoir que les champions du monde en titre jouaient un Sylvanette dans leur roster, un joueur exceptionnel, mais l'armée était quand même au niveau pour le suivre, donc c'est quand même important. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on était enfermé dans un seul gameplay. Il fallait buffer les charges pour lancer une seule unité, et puis ensuite on faisait comme ça du strike and fade, ce qu'on appelle, c'est-à-dire taper et puis repartir derrière, donc vraiment un gameplay guérilla très intéressant. Mais finalement il y avait peu de contre et peu d'interaction, parce qu'en fait l'adversaire pouvait rien faire à part perdre une unité par tour, jusqu'à ce qu'il en ait plus assez pour se protéger, et puis on jouait avec ce gameplay un peu de Nova, c'est-à-dire on choisissait des forêts, et puis autour on faisait plein de dégâts, on était très très loin, c'était pas hyper intéressant non plus, mais c'était fort, donc voilà, pourquoi pas. Maintenant là on arrive, ça s'est essoufflé jusqu'à leur dernier, on va dire, acte de gloire durant les championnats du monde. Maintenant, ils ont arrivé dans une nouvelle saison qui est pas simple pour eux, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils n'ont pas bénéficié, comme on pouvait le penser au départ, de la Nova super boostée avec les dés Blizzard, etc. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça a été faqué jour 1 par Game Workshop. Tout ce qui est Nova, Spell d'Alariel et tout, vous oubliez tout de suite. On enlève, c'est fini. En plus, ils peuvent se manger une méchante disciple pour casser ces mécanismes qui font plus 5 à la charge. C'est ça. Donc avant, ils avaient besoin de passer un sort, ils avaient des beaux fiabilisateurs naturels, sauf qu'en fait, ils vont avoir maintenant des dissipateurs qui sont meilleurs que eux pour enlever leur sort unique. Donc ils vont devoir se réinventer un peu, peut-être jouer plus en retrait avec leur sorcier pour enlever les mécanismes de dispel d'un point de vue portée, parce qu'on se rappelle qu'il faut être à 30 pour pouvoir dissiper un sort. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la cohésion par 6, déjà, on va faire revenir des unités Sylvanettes pas mal. C'est-à-dire qu'il y a les libellules, des grosses unités de cavalerie sur des sautlerons qui étaient très compliqués à jouer, même quand on se mettait en formation de nid d'abeille, c'est-à-dire une figurine et deux qui vont l'entourer de cette manière-là. Là, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer avec ces unités volantes qui ont en plus une capacité à passer par-dessus les autres, etc. Donc se faire plaisir au niveau des mouvements et taper avec tout le monde. Donc on regagne un petit peu en puissance, ce qui peut être intéressant. Elles avaient quelques stats qui n'étaient pas très bonnes, donc on peut penser au Warfrost pour aller améliorer celles qui manquaient. Ça peut être intéressant. Pareil pour les Curnots, donc ces espèces de gros arbres à pied avec des grosses haches qui étaient pas facile non plus à faire taper en gros effectifs, parce que finalement on se retrouve à taper avec 2, 3 mecs, 4 au maximum, mais on pédalait parce que il y a un mauvais mouvement, il fallait rester à côté de la forêt, donc tout ça c'était pas simple à bouger. C'est 13 à 14% de moins maintenant sur l'unité, un point. Ouais, donc là on va pouvoir se remettre à jouer peut-être un peu plus de monde. On peut penser à des unités qu'on n'a jamais vues depuis qu'ils sont sortis, notamment les Spite Revenants, qui sont ces espèces de petits acolytes de Drisha, où ils ont leur propre sous-allégeance, où quand ils vont charger, ils vont avoir plus d'une attaque et tout, personne ne l'a jamais joué. Là on se dit, mais ça avec un Warfrost, ça me fait quand même un paquet de dégâts. Ouais, ça devient une des unités les plus létales du jeu. Bon on redécouvre, on se dit, tiens, je vais peut-être tester la sous-allégeance avec Drisha, ça a l'air sympa. Donc, en fait, on redécouvre Sylvanette, en fait, dans une autre vision du bouquin, en se disant, je peux plus compter sur mon bonus de charge avec mon sort persistant, faut que je redesign l'armée par rapport à ce qu'elle faisait auparavant. Donc du coup, c'est vachement intéressant. Je pense qu'en jouant avec les joueurs Sylvanette, ils repartent quasiment de zéro. En disant, donc, mine de belle mobilité. Ouais. Donc pour le coup, pour les nouveaux scénars, c'est du caviar. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur système de scoring? Leur scoring n'est pas incroyable, mais il est ok.
Ils ont notamment tout un scoring qui est centré autour de leur forêt, c'est-à-dire de nettoyer les forêts, de se débarrasser des ennemis autour et tout, qui leur suffit à tenir. On va dire qu'ils rentrent dans la même case que les Idonettes à ce niveau-là, peut-être un petit peu plus fiable là-dessus. Voilà, donc je pense qu'on va revoir des libellules, peut-être des unités à pied de Spite Revenant, de choses comme ça, des builds complètement alternatifs avec des unités qu'on n'avait pas du tout vues pendant plus d'un an. Et je pense que c'est là où va se trouver, on va dire, le renouveau un petit peu de Sylvaneth. Yes, on va maintenant changer d'allégeance, on va passer du côté du chaos, on va commencer par les plus hybrides, c'est-à-dire les Beasts of Chaos, les Umbait. Pour le coup, quand ils étaient sortis, ça semblait comme très fort parce qu'ils arrivaient en fait avec des mécanismes hors table, où en gros les héros étaient considérés comme n'étant pas sur table et étant considérés juste à la frontière de la table. Donc vous pouvez vous grab, c'est-à-dire tout simplement vous aspirer. Après, il y avait quand même des mécanismes de combo, mais c'était très technique à jouer, il fallait se bloquer avec des socles et ainsi de suite. Et si on faisait pas aussi gaffe, vous pouvez se faire sniper parce qu'on pouvait prendre des dégâts de l'extérieur de la table. C'est ça. Et ça a semblé très fort, j'ai aussi l'impression que ça s'est très vite essoufflé, tu peux nous en parler? Ouais, alors pour le coup, en fait, il y a eu beaucoup de craintes quand on a aperçu l'armée. C'est-à-dire les premières lectures, quand il n'y avait pas eu de partie, on s'est dit « Ouh là là, où est-ce qu'on va? Ça va claquer tout le jeu. » En fait, pas du tout. L'armée, elle s'est insérée dans le jeu de manière déjà hyper agréable parce que le jeu contre les Umbait, c'est peut-être une des meilleures réussites de Game Workshop de ces dernières années d'un point de vue ambiance à la table. Vous êtes vraiment avec votre armée, vous marchez au milieu de la forêt comme ça, puis il y a des mecs qui arrivent de partout, vous entendez une corne au loin qui vous fait déporter vos unités. Ça, c'est dans ta tête. Ouais, d'ouf. Enfin, moi, quand je joue contre les Umbait, et puis un peu, j'ai eu le plaisir de les jouer, vous êtes dans un film. C'est vraiment la colonne qui arrive au milieu de la forêt, puis il y a une salve de flèches qui part d'un côté, de trucs. Donc, il y a vraiment une ambiance qui est peut-être une des plus réussies, mais ça, c'est vraiment le gros point fort de l'armée. Ensuite, elle a perfait globalement parce qu'elle avait des unités et des War Scrolls qui étaient trop forts, qui lui ont permis de survivre dans un méta qui pourtant se prêtait pas tant que ça à eux, parce qu'ils étaient très fragiles, et il y avait quand même pas mal de tirs qui leur faisaient très mal. Mais ils faisaient tellement mal au corps à corps, et leur emprise sur la table était tellement puissante, que c'était surtout des armées très techniques, mais très létales, qui faisaient très mal. Donc on avait des gameplays surtout autour des Minotaurs, qui étaient beaucoup trop puissants quand ils impactaient, etc. Des Raiders aussi, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de tirer une fois par partie en dehors de la map, et du coup ça faisait qu'ils tiraient 2 fois dans le tour. Ça faisait une armée qui était quasiment des fois une armée de tir couplée avec un peu de close, donc c'est très bizarre. Donc tout ça, ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Ils ont trouvé une place dans la saison et puis ils n'ont pas trop bougé, ils sont restés dans les armées qui étaient bonnes, voilà, là-dessus. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont bénéficier de la nouvelle et comment ça va se projeter? En fait, ça va pas trop bouger. Le gameplay Umbait, il est assez cool parce qu'en fait, il change pas et eux, ils vont pouvoir s'adapter aussi. Il faut se dire que derrière ces unités phares dont on vient de parler, il y a en fait tout un livre derrière avec plein de règles qu'on peut redécouvrir et aller chercher qui sont excellentes. Ils ont un super anti-magicien avec le Sigor, ce monstre, qui est un anti-magie, qui va faire qu'à chaque fois qu'un sort va être passé, vous allez prendre un PV directement sur les sorciers. Ça va calmer tout de suite les builds un peu trop magiques. Ils ont entre guillemets une magie qui est efficace, un scoring qui est plutôt dans le haut du panier, d'un point de vue génération de points et tactique à faire et grande stratégie. Et puis ils ont quand même une certaine tenue sur table, déplacement, on n'en parle même pas, entre guillemets, c'est une des armées qui arrivent sur tous les bords de table, qui arrivent de partout. Donc sortir du territoire, pour eux, c'est un claquement de doigts et c'est fait autour. Donc très agréable, bonne entrée dans la saison, et je pense qu'en fait, ils vont garder dans cette place-là sans être dégénérés, mais juste, ils vont rester dans le haut du panier des armées récentes de Game Workshop, et du coup, ils restent là-dedans parce qu'ils sont récents, pas parce qu'ils sont trop forts. C'est juste qu'ils ont plein de mécanismes, des frappes en dernier, des frappes en premier, des charges pendant les tours adverses et tout. Donc, ils sont rentrés en cette méta avec tous les nouveaux mécanismes du wargame un peu qu'on connaît aujourd'hui, et ils se placent très bien. Voilà. On va maintenant passer au Blade of Khorne, armée qui a toujours été très technique, qui à l'époque était un petit peu molle pour Khorne. Ce qui était bizarre, c'est qu'on imagine Khorne, il y a du sang, les mecs ils vont taper comme des boins, alors qu'en fait c'était une des armées les plus techniques du jeu. C'est ça qui était assez rigolo. Là, on voit une belle diminution de coups en points de certaines unités, une augmentation aussi d'autres, et surtout un énorme changement de règle, parce qu'ils sont arrivés avec un mécanisme de dingue, qui était le fait de pouvoir bouger en phase de héros, j'allais dire hors phase, mais c'est surtout hors phase de contrôle de l'adversaire, et surtout avec une contrainte qui n'était pas là, qui était de dire que, avec ce petit mouvement de D6, tu pouvais rentrer dans la zone d'engagement des ennemis. Et quand tu peux le faire au début du tour adverse, tu casses, pour être poli, complètement son plan de jeu. T'as vu? Je fais preuve de politesse maintenant. Oui, c'est pour que les enfants regardent un petit peu plus FWS avec leurs parents, parce que j'ai eu des messages. Et en gros, ce qui se passe, c'est du coup, avant, on pouvait le faire pour un point de dîme de sang, qui était du coup très accessible. Je vais aussi rajouter des peluches pour attirer les enfants.
C'était un peu chelou. Coucou. Touche pas à cet endroit-là. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'avant, pour un point de dîme de sang, donc qui était accessible au tour 1 parce qu'on pouvait générer de la dîme tout seul, et bah tout simplement on pouvait engager dès son premier tour son adversaire et le bloquer chez lui et faire ça après indéfiniment tout le long de la partie. En gros, pour un point de dîme de sang, vous le faisiez jusqu'à 3 unités. C'est ça, donc on pouvait agresser et en même temps contrôler, donc on faisait tout ce qu'on voulait globalement. Et là, Games a en fait écrit la règle comme elle aurait dû être écrite au départ, c'est-à-dire pour un point de dîme de sang, vous le faites sur unité. Si vous voulez le faire sur plus, vous pouvez jusqu'à 3, mais c'est un point de dîme à chaque fois. Donc si tu veux tout faire, c'est-à-dire avoir le beurre, l'argent du beurre, etc., bah, ça te coûte 3 points de dîme de sang maintenant, ce qui est du coup beaucoup plus lourd à avoir, alors qu'avant c'était tu fais ta super action de contrôle en engageant l'adversaire, et en plus soit j'en contrôle encore plus, soit en plus j'agresse sur d'autres côtés et tout. Bon, très désagréable. J'ai expliqué l'expression de la crémière pour les enfants. Voilà. En gros, il faut imaginer que ça vous permettait d'avoir aussi bien son argent contre une prestation, la prestation, donc c'est bizarre, et plus encore. Mais ça, faut demander aux parents. L'amour. Et l'amour de la crémière. Ce qui n'était pas forcément propre, attention. Hein. Non, mais c'est important d'expliquer de façon pédagogique, tout en respectant ce que les parents avec veulent. père et vie, tu vois. Des expressions de la langue française. Et là, les paroles sont bien dans la merde, tu préférais peut-être le putain. Gros bisous. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est Khorne, en fait, tout simplement, c'est un petit ajustement, mais qui se porte bien. C'est une armée qu'on appelle, c'est une des seules armées qu'on peut appeler de contrôle dans le jeu, du coup, Age of Sigmar aujourd'hui. Elle garde cette étiquette-là, ce qui n'est pas forcément. Des fois, ce que les joueurs Khorne voudraient ou quoi, on peut jouer de manière un peu plus simple, mais l'armée tend à être une armée de contrôle, c'est-à-dire à empêcher l'adversaire de faire des actions, l'empêcher de scorer, l'empêcher de, entre guillemets, prendre l'attaque comme il veut, de dérouler son plan comme il a envie de le faire, etc. C'est le but de Khorne, c'est comme ça que c'est construit. Ça marche toujours très bien, l'armée a plein d'entrées, on peut faire du démon, du mortel, un mix des deux, tout fonctionne très bien, les sous-allégeances sont quasiment toutes jouables. Le fait est que ce soit justement une armée potentiellement anti-magie, et que là on soit dans l'ère de la magie et qu'ils ont un buff, c'est-à-dire que certains vont être tributaires de la magie pour être meilleurs, et Khorne a une aide à la dispel supplémentaire. Ouais, en fait ils ont une bonne dispel avec des bonnes choses qui vont les aider, notamment les crânes, qui sont ces jugements de Khorne qu'on peut mettre sur la table, qui sont très bons dans la saison. Eux ils aiment bien que ça soit une saison magique, pourquoi ? Parce que déjà, ils ont une tactique qui est basée sur le fait de tuer des sorciers, donc ça les aide dans leur scoring, le fait qu'il y en ait forcément sur les tables, c'est cool. Ils ont gagné un bonus, on va dire, de gagner une amélioration gratuite qui les aide encore plus dans la magie, et de toute façon les crânes c'était déjà très fort, on les jouait déjà. Donc en fait, eux ils se disent, c'est une saison magique, stylé, moi de toute façon j'ignore tous les sorts sur les 5+, et ça me donne de la dîme. Donc en fait, eux la saison elle leur va bien, c'est une saison magique, ça tombe bien, j'ai plein de mécanismes avec ça, c'est très cool. J'ai une dispel automatique, donc de toute façon il est Blizzard, si jamais j'ai vraiment envie de m'en prémunir. Blizzard c'est ce sort qui fait 4 décimations. C'est ça, c'est le sort le plus létal de tout le jeu aujourd'hui. Il peut sur 2 points de dîme claquer les doigts et l'enlever. Donc c'est très cool, en fait la saison elle lui va bien à Khorne. Et on va dire qu'au niveau du scoring, on est comme on va dire Séraphon, peut-être un petit peu plus accessible. On a un bon scoring mais qui n'est pas dégénéré, avec par contre une très gros problème au niveau de la grande stratégie pour Khorne, où du coup il faut jouer avec des grandes stratégies qui sont pas bonnes et du coup se donner à la table pour essayer de la réaliser. Donc il y a une vraie course contre la montre pour Khorne qui en général passe toujours avec une grande strat de moins que son adversaire. Et ça c'est intéressant parce que ça rend le gameplay Khorne contrôle, mais je peux pas gagner la game tout seul. C'est-à-dire si je te contrôle mais que je fais rien, je vais quasiment perdre sur ce volet-là. D'accord. On va enchaîner ensuite avec les disciples de Tzeentch. Disciples de Tzeentch, c'est rigolo, en tout cas, qui avait créé débat entre Pride et moi, sur justement l'arrivée des tactiques, l'arrivée des grandes stratégies et des tactiques par armée. Ou, pour le coup, pour le narratif, pas de problème. Pour le jeu équilibré, j'insiste, ça dépend. Moi, je ne suis pas un tournoyeur d'AOS, juste intéressant. Ouais. Et c'est les premiers à être arrivés avec une grande stratégie automatique, puisqu'il suffisait de garder 9 sur des dés de destin, et ce genre de choses. Là, pour moi, ils ont toujours été ok, voire fort, et je vois que du vert. Tu peux nous expliquer ? C'est qu'en fait, la saison d'avant, ça s'est bien passé, c'était ok. En fait, c'était une armée qui était très forte en scoring, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire que sur le reste, ils avaient des prédateurs qui ont commencé à arriver, notamment les Gloomspike, les Caradons, tout ça. Ça a commencé à dire moi aussi j'ai du bon scoring, et en plus, je te latte à la table, genre fort. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le scoring est remis en avant, parce que du coup, on a vraiment besoin d'armées qui sont solides à la table, surtout d'un point de vue grande stratégie et scoring. Tzeentch, il dit, coucou, moi, ça fait déjà 2 ans que je suis comme ça, donc je suis au top, tu vois. Ça fait 2 ans que je joue tout seul, mec. Ouais, voilà. Donc lui, il dit, trop bien, c'est mon kiff. Et par contre, c'est une armée qui, maintenant, on commence à avoir quand même quelques années derrière elle, que les joueurs ont suraffronté, et donc qui forcément a baissé, on va dire, en présence, en résultat, et par rapport aux nouveaux venus. Donc en fait maintenant il se place en armée, c'est quasiment une armée je dirais étalon, c'est-à-dire qu'elle est au milieu du méta, et puis elle fait sa petite vie, et puis en fait la saison avance, j'ai déjà un bon scoring, en plus on me donne des petites tactiques à côté, c'est cool. Par contre on peut redécouvrir certaines unités. Pourquoi ? Parce que on a
Orfrost, on en parlait tout à l'heure, mais qui va bénéficier sur les unités qu'on jouait pas, notamment les Tsangor, qui mettent énormément d'attaques. C'est-à-dire une unité de 10, ça balance 50 attaques en charge. Bah, on se dit, bah tiens, une armée spécialisée pour passer des sorts, elle peut mettre un petit sort qui passe à 8, c'est facile, ça me donne du close. C'est très cool. Donc une armée qui va être un peu plus agressive, je pense, dans son gameplay, être moins dans un gameplay contrôle comme elle pouvait l'être, mais peut-être donner un petit peu plus de punch, que je trouverais intéressant pour elle, parce que, entre guillemets, ça renouvellerait le gameplay des joueurs Khorne de manière générale. Sinon, c'est une armée qui bouge pas trop, elle a toujours le même mécanisme, on la connaît bien, une armée qui tank, qui invoque, qui a un bon scoring, etc. Maintenant, elle pêche peut-être par son ancienneté du fait que elle lutte contre les armées qui ont plus de mécanismes, plus de règles, plus de capacité à faire des choses, etc. J'ai une question pour toi, parce qu'on en a pas reparlé tout à l'heure. En fait, il y a cette notion maintenant de dés primordiaux. Ouais. On le rappelle, en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que maintenant, à chaque phase de héros, les deux joueurs jettent un dé, et sur chaque 4+, donc n'importe lesquels, ça donne un dé primordiaux à chaque joueur. Ouais. Donc si on est tous les deux à faire un 4+, on part à 2. Et aujourd'hui, tout le monde a décidé de jouer le bataillon de la saison, mais habituez-vous à ça, puisque ça va durer 1 an, qui fait que à la même phase, on jette un dé, et sur un 3+, on en a un en plus. Par contre, ça c'est que pour notre gueule. Donc on est systématiquement avec entre 1 et 3 dés. Ouais. Et ça, on les génère partout, mais on peut les utiliser par round. Donc on est systématiquement entre 2 et 6 points justement de dés primordiaux qu'on va pouvoir utiliser comme ça. Mais on ne peut pas les utiliser si on a justement un bonus qui modifie un résultat. Si on prend l'exemple ici justement de Tzeentch, on rappelle que l'aire d'effet, on va dire des gros sorts, donc de la létalité de Tzeentch, c'est 18 pouces. Ouais. Or, cette létalité venait soit de petits sorciers, mais c'était à la marge, soit tout simplement des ducs, ou du duc nommé Kéros, qui faisait que, en gros, on jetait 2 dés comme pour lancer n'importe quel sort, et on utilisait le dé le plus fort pour le doubler. C'est-à-dire que, je sais pas si on faisait 5 et 1, en réalité, on ignorait le 1, et le 1 se transformait en 5, et donc ça faisait 10. C'est ça. C'était très fort. Puis potentiellement, certains avaient plus 2, C'était on était à 10, plus de 12. C'est ça. Mais là, ça ne marche pas avec ces dés primordiaux. Donc comment est-ce qu'ils réagissent à la saison ? En fait, leur gros problème, c'est que déjà avant, c'était des super dissipateurs. Les dissipateurs, ils avaient une facilité à enlever les sorts ennemis, et c'était difficile de passer un sort contre Tzeentch de manière générale. Là, leur problème, c'est qu'en fait, ils affrontent des adversaires qui peuvent dire moi, je suis pas un super sorcier. Par contre, je vais te mettre 3 dés primordiaux plus mon truc, et tu vas te prendre un blizzard qui fait 4 dés mortels, et puis ton duc qui transforme les 6 machin, j'en ai rien à carrer, parce qu'en fait, tu peux pas utiliser tes dés primordiaux quand tu transformes. Dès que tu modifies ton jet, en fait, ça marche plus. Donc c'est pareil, tu peux pas ajouter tes début destin, tu peux pas faire des trucs comme ça, donc tu peux pas jouer avec tes mécanismes. Est-ce que tu peux nous rappeler le séquencement, s'il te plaît, de ça ? Tu es le sorcier qui va lancer un sort, je vais être celui qui dispelle. Ça marche. Donc en gros, moi je vais dire, je veux lancer tel sort. Encore une fois, on est à OS, on ne désigne pas de cible. Je lance mon sort, je jette mes 2 premiers dés qui sont mes règles de base. Là, j'ai un temps de réflexion, je peux regarder les résultats et choisir si je vais rajouter des dés primo ou pas. D'accord ? Si je décide d'en rajouter, je les rajoute un par un. Donc c'est pas 2, j'en lance 2, etc. J'en lance 1. Si ça me convient, je peux continuer ou je peux m'arrêter là. Ensuite, je dis, moi j'ai fini de casser mon sort, j'ai réussi ma valeur de lancement, il est lancé. Qu'est-ce que toi, Julien, tu veux faire ? Toi, tu peux décider, tu vas commencer par jeter tes 2 dés avant même de commencer à réfléchir. Tu dis, maintenant, je veux rajouter des dés primo ou pas. Donc, en fait, les dés primordiaux, il faut savoir qu'il y a un avantage à la défense de manière générale. Le problème étant que quand tu as un mécanisme qui te dit, moi, je modifie mon jet, tu n'as plus accès à ces dés primo. Donc, en fait, si tu dis, je dispelle avec mon Kyros ou mon Duc, en fait, oui, mais tu peux pas me battre. Moi, je vais dépasser facilement je vais monter à 12, 13, 14, 15. Est-ce que tu veux dire qu'on va mettre peut-être plus de petits sorciers et arrêter avec les ducs ? Je pense. Ou les invoquer gratos, parce que là, t'auras pas de malus. Exactement. Je pense que tu vas aller chercher des Zandantarian sorciers, entre guillemets, Locus, pour avoir une bonne magie, avoir accès aussi aux sorts de saison, parce que tu veux le Frost, tu veux le Blizzard, parce que tu es fort pour les lancer et tout. Notamment, pourquoi ? Parce qu'on peut en lancer des Blizzards à 2D, parce qu'on a des DU destin, donc si j'ai 2-6 sur le côté, je peux tout simplement le lancer sans dés, donc je peux surprendre mon adversaire hors des primos. J'aurais pu dire, je peux pas lancer de machin, il a pas de débris. Ah si, parce que moi, si je prends 2-6, je le lance tout de suite. Donc il y a un côté pression chez Tzeentch qui est toujours un peu angoissant, qui est toujours sympa. Maintenant, je pense qu'on va changer dans la liste de Tzeentch, plus agressif, toujours une bonne invocation, mais par contre, on va devoir renouveler un peu son gameplay, surtout par rapport aux armées d'en face, qui en plus peuvent calmer la magie. On a aussi tous ces nouveaux mécanismes d'anti-magie qui arrivent sur la table. D'accord, trop bien. Ensuite, on va découvrir les Zedonites of Slaanesh. Honnêtement, c'est trop cool. La dernière version du codex, en fait qu'on s'est moins moqué d'eux. On les a même plutôt bien respectés. Les armées sont magnifiques sur table. Franchement, c'est que du kiff. Pour moi, le seul inconvénient, et ça me va bien parce que je suis en train de monter une armée Slaanesh pour 40k et que j'aimerais pouvoir aussi jouer à OS, c'est que c'était quand même très orienté vers les humains et plus du tout vers les démons au sein de cette armée. Et là, ça fait super plaisir de voir beaucoup de verts sur les démons. C'est le but parce qu'en fait, on a vu que des mortels depuis la sortie du livre. Comme tu l'as dit, c'était difficile de se passer d'autre chose parce que le rapport coût en point, puissance, efficacité à table, en fait, était
tout le temps à l'avantage des mortels. Donc globalement, on a vu au championnat du monde, il n'y avait que des mortels. Alors effectivement, il y a des petites versions. On avait des Sigvad, des Glutos, beaucoup d'archers, beaucoup de cavaliers montés, etc. qui sont les unités phares de ce livre et qui, malgré le changement de saison et le changement en points, le reste. Donc je pense que Slaanesh va avoir besoin de plus de renouvellement pour aller chercher des listes un peu différentes. Globalement, les démons chez Slaanesh, c'est l'invocation. Voilà. Donc du coup, ce qu'il va falloir, c'est qu'on a que ces démons pour l'invoque, et donc il va falloir aller chercher peut-être des listes mortelles, mais un peu différentes. Mais ça va se prendre, je pense, baisse de coups en point par baisse de coups en point. C'est pas suffisant pour toi, c'est une tentative là? Non, je pense pas. Je pense qu'on va rester sur des archers, des cavaliers montés. La force brute en fait. La force brute en fait du livre. Les War Scrolls sont trop forts pour qu'on passe à côté au profit d'autre chose. Au niveau ensuite, justement, de leur mobilité, nouvelle saison, et de leur scoring, que ça soit grande strat et tactique de bataille. Ouais, grande strat, ils en ont des bonnes. Ils ont des bonnes, notamment une qui est basée sur la dépravation, donc les points qu'on va générer en faisant du mal à son adversaire durant la partie avec les dés, etc. Qui sont des super mécanismes d'ailleurs. Ça c'est bon pour la grande strat. Côté scoring, il est ok, plus, ça va, ça tient plutôt bien la route. En plus, ils sont très bons d'un point de vue mobilité, donc tout ce qui est nouveau scénario, qui bouge, qui disparaît, où il faut se redéployer, ça c'est le rêve de Slaanesh de jouer sur des saisons, on va dire, dynamiques, comme ça d'un point de vue scoring. Donc pour le coup, ça c'est très bon. Voilà. Donc moi je dirais qu'ils sont plutôt bons. Maintenant, ils ont une faiblesse, peut-être pour moi, pour les Slaanesh cette saison, c'est que eux, ils sont pas hyper fans des trucs qui font vachement de dégâts d'un seul coup. Donc tout ce qui est par exemple Blizzard, pour se débarrasser d'unités comme Glutos ou ce genre de choses, c'est pas des choses qu'ils vont beaucoup apprécier. Par exemple, je vais jouer un Glutos, mon but c'est qu'il meure pas pendant 3-4 tours, qu'il puisse tenir toute l'armée ennemie au corps à corps. J'ai pas vraiment envie de me prendre un truc qui met 4 des 6 blessures mortelles qui peut changer une partie, quoi. Pareil pour mes cavaliers, même si... Tu voudrais dire qu'ils mourraient avant le dessert? Exactement. Et au digestif. Et là, un petit limoncello, sympa pour le Glutos. Donc non, je pense que ça peut être quelque chose qu'il faut faire attention pour Slaanesh sur ce volet-là. C'est que peut-être la notion qui est quand même pas mal de Blizzard aujourd'hui dans le méta et dans ce qui est joué, ça peut lui faire un peu mal. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. Et puis le fait que il a perdu quand même un peu de présence sur table parce que les points en point ont quand même changé les listes. Maintenant, il a quand même une puissance intrinsèque qui malheureusement ne bouge pas. On va ensuite enchaîner sur nos amis, les Skaven. Pour le coup, que du vert, c'est super positif. Le Skaven qui a fait quand même beaucoup de yo-yo, je trouve, entre la V2 et la V3. Ouais. C'est lui qui avait amené la dégénération Sautir en V2. Derrière, en V3, on avait kiffé, mais finalement, on avait kiffé, mais peu de temps. Et là, de voir que du vert, c'est trop cool. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une petite refonte de la gamme, mon Titi? Je pense qu'il y a besoin. Ça ferait plaisir pour tous les joueurs Skaven. Puis il y a une grosse communauté Skaven. C'est des joueurs, ils sont lourds, ils sont tenaces, tu vois, ils sont dans les souterrains et tout. Ils sont fatigants, mais ils sont bien présents et on les adore. Globalement, Skaven, en fait, je pense que c'est la saison d'avant, ils ont beaucoup de mal, ça pédale un petit peu. La nouvelle, ils vont adorer. Déjà parce qu'ils ont des bons lanceurs de sorts avec des bons fiabilisateurs. Du coup, ça fait des bons lanceurs, des bons dissipateurs. Ils bénéficient beaucoup des nouveaux sorts. C'est-à-dire qu'ils ont des sorciers qui sont pas très chers, donc Blizzard, ils aiment bien. Orfrost, ils ont des unités qui font beaucoup d'attaques mais qui n'avaient pas de rend, donc ils adorent. Bonne mobilité mais contrable grâce au décor. Mais donc ça veut dire que que gros risque, grosse récompense. C'est cool. Ça, donc c'est assez cool. Comme tu l'as dit, sortir ton territoire ou prendre les bords de table, quand tu mets tes trucs déjà sur les bords de table, ça t'aide vachement. Et globalement, les baisses en points, les armées Skaven, maintenant, il y a beaucoup de choses sur map. Donc là, ça commence à être assez difficile à affronter. Et en plus, c'est une armée qui a des mécanismes un peu vieillissants. Donc je pense qu'elle est sur la limite encore de tenir, mais par contre elle se défend bien à table. Il faut faire très attention. Eux, ils ont des mécanismes de frappe en mourant depuis longtemps. C'est les premiers qui l'ont eu. Avec Death Frenzy. Ils ont un tir qui est tout à fait correct. Ils ont, comme je l'ai dit, des bons casters. Ils ont Tankol qui porte l'armée entre guillemets à bout de bras, mais il le fait bien. Ils ont ces Deceiver, donc ces grands vermines lords, vermines démons, qui sont très bons à la table maintenant, qui ont des bons fiabilisateurs aussi. Donc moi, je les aime bien. Je trouve qu'ils ont une petite place un peu où ils se mettent dans la saison. Le gros problème, c'est le scoring. Le scoring, il est juste pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une tactique, peut-être 2 faisables dans l'armée, avec en plus des sacrifices de construction de liste. Donc, ils sont obligés de les faire pour se tenir dans la saison. Donc, ça force un peu les constructions dans la saison actuelle. Par contre, je pense que l'armée, elle est encore OK. Voilà. Et puis, c'est une armée qui est iconique du monde de Warhammer. Elle sera, je pense, jamais lâchée par Game Workshop. C'est sûr. Il y a une gamme de malades. Vous pouvez faire le temps de faire tous les clans, toutes les entrées, tous les trucs. Vous en avez pour 10 ans de collection. Enfin, voilà, c'est une armée qui est... Et en plus, ça fonctionne à table. C'est-à-dire que Skaven, ça tient la route. Tu peux affronter même les nouvelles armées. Tu vas jouer contre un sous-blade, tu vas faire une bonne game. Donc c'est que sur le scoring finalement. Pas sur la partie attrition et macro, ça va être stylé. C'est surtout que toi, tu vas galérer pendant que lui, il va pas réfléchir une seconde. Donc en fait, c'est surtout ça. La différence du scoring, c'est impossible de jouer contre un sous-blade. C'est juste que lui, dans son tour, il réfléchit pas. Tant que vous devez faire des plans sur la comète et calculer votre game sur 5 tours pour que ça rentre et que ça passe. Parce que si vous faites dans le mauvais ordre,
T3, vous n'avez plus rien à scorer, vous allez vous effondrer. C'est ça le problème. Yes. Ensuite, Slave to Darkness. Bah, pareil, surpris de voir énormément de verts. Après, c'est un des Battle Tomes qui a le plus d'entrées aussi. Ouais, bah Slave to Darkness, c'était un peu, moi, je pense avec Pride, on a toujours été d'accord là-dessus. C'est un peu la tristesse de cette version, c'est que c'est peut-être un des plus beaux bouquins que Game Workshop n'ait jamais sorti, d'un point de vue intelligence, complexité, identité des sous-allégeances, technicité d'un côté et simplicité de jeu sur d'autres. Il y avait un kiff à découvrir ce livre pour tous les joueurs de Age of Sigmar, même si ceux qui ne le jouaient pas. Le problème, c'est qu'en fait, on s'est tapé 1 an de Varangard et c'est tout. Tout le monde ne joue que ça. Donc on a affronté des Varangard, des Chevaliers du Chaos, des Guerriers du Chaos, et on a oublié 40 entrées sur le côté où il n'y avait rien. On ne les a jamais vus. Donc des petites bandes Warcry parce que c'était trop fort, donc c'était en rupture de stock chez Game Workshop, donc on n'a pas pu jouer finalement avec pour la plupart des joueurs. Donc en fait, c'est une armée qui a joué avec 5-6 War Scrolls pendant plus d'1 an, avec et qui c'est des bonnes armées, ça marchait bien, c'était cool, mais bah en fait il n'y avait pas beaucoup d'âme à la table. En tout cas c'est mon avis, encore une fois, hein, ça n'engage que moi, mais alors que le livre est d'une profondeur énorme, et donc bah j'espère que la nouvelle saison va les aider. Déjà, c'est des bons casteurs de sorts, ils ont des très bons sorts de base. On se rappelle qu'ils peuvent caster à 3d6 et entre guillemets avec une action héroïque. Avec une action héroïque, et ces 3d6 on peut rajouter des primos, hein, parce que c'est pas modifié, là on a juste casté à 3d, voilà. Donc on peut aller chercher des très hauts scores avec des bons mécanismes. On a de la téléportation, donc on peut se téléporter et faire des sorts de dégâts derrière. On a des unités qui prennent bien les nouveaux sorts de saison. On agresse fort, on tape fort. La nouvelle cohésion, on aime bien. Les Varangard, bah, c'était une unité star, elle la reste encore plus parce qu'elle a gagné une cohésion gratuite à 6, sachant que c'est son effectif maximum. Donc c'est très très bon. Moi j'aime beaucoup cette saison pour cette génération. J'espère que ça sera la saison du renouvellement pour eux. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont un scoring qui est tout à fait équilibré, peut-être un petit peu en dessous de ceux des Séraphons, mais ils ont 2-3 tactiques faisables, qui n'est pas dépendant forcément de la construction de la liste, un tout petit peu pour celle des bannières, mais en tout cas c'est un plaisir de jouer cette armée-là, elle est vraiment très cool. Donc franchement, vous pouvez y aller, la collection est dingue, vous avez accès à un Warcry qui est incroyable pour les Slave to Darkness, avec, vous avez, je crois, 5 ou 6 bandes différentes qui ont un gameplay de malade mental chacune, qui sont hyper techniques, et les figurines sont juste folles. Plus la gamme de base qui est incroyable, et des sous-agences qu'il faut aller découvrir. Donc il y a du Kabbaliste, du Ravageur qui est basé justement sur les bandes Warcry, où on peut les faire revenir un peu à l'infini et tout, c'est très cool. Donc il y a un bon plaisir, je pense, à redécouvrir ce livre, tout en prenant la base qui est toujours très bonne. Et puis donc moi, équilibré en fait. Équilibré, ouais. Franchement, c'est peut-être un étalon, tu vois, dans la version. Aujourd'hui, peut-être plus que Stormcast. Pour le coup, elle est peut-être plus équilibrée que Stormcast, je pense. D'accord, trop bien. Ensuite, on va redécouvrir pour le coup un des premiers Battle Tomes de cette édition qui, pour le coup, a tenu un petit peu tout le temps. Donc c'est plutôt super favorable avec les Magodkin of Nurgle qu'en plus tu nous as fait découvrir plein de fois sur la chaîne. Ouais, bah en plus, en fait, on l'avait dit. On savait quand le bouquin est sorti, on a vu sous allégeance et pareil, sur AWS, on s'était dit, ce bouquin-là, il va traverser les versions. Il y a un qui l'arrêtera. Mais par contre, il n'était pas dégénéré, il l'est toujours pas, il l'a pas été dans la saison d'avant, il l'est pas aujourd'hui. Il est juste bon en fait. C'est un bon livre. Intéressant, parce que excuse-moi, mais là on voit déjà énormément de diminution en coin qui est très important. Ouais. Là pour le coup, c'est assumé. Ensuite, on se dit quand même que, ouais mais attends, on parle de mobilité. Ce que t'imagines de Nurgle, c'est une armée lente et méthodique qui joue sur 5 tours. Ouais. Donc ce qui est bien, c'est que t'es jamais table rase, mais que tu table rases pas non plus. Mais quid justement des objectifs, donc c'est-à-dire grande stratégie tactique de bataille, et aussi mobilité pour répondre aux nouveaux scénarios. Leur problème, c'est le scoring. Ils ont pas un bon scoring, ils ont des objectifs qui sont hot cool, c'est-à-dire qui se vont bien avec un livre où dans le livre de règles, il y a déjà des tactiques faisables. Comme tu as dit, les tactiques d'aujourd'hui, c'est beaucoup de mobilité, donc pas forcément accessible pour Nurgle, c'est pas simple. Mais les tactiques du livre vont leur donner peut-être le temps suffisant de tenir jusqu'à accéder à leur propre tactique de bataille. Donc pour moi, leur scoring, il est faible, mais tenable. Donc technique, un peu comme on en a parlé avec les Skaven, etc. Maintenant, dans la construction de l'armée, vous avez une boîte à outils, vous pouvez être un peu plus rapide si vous avez envie. Des fois, on se souvient que Nurgle, c'est faussement lent. Bien sûr, non, mais déjà, t'as des TP. Alors ça nécessite de jouer une pièce qui est quand même un sacré trou dans ton budget, ou des mouches qui vont t'offrir justement une mobilité. C'est ça, donc t'as du mouvement d'avant-garde, t'as des choses comme ça, et ils bénéficient pas mal des sorts de saison. Déjà, pourquoi ? Parce qu'ils ont des sorciers qui sont capables de résister déjà à des fiascos ou à des choses comme ça. Le fait d'avoir une protection à 5 sur les sorciers, c'est quand même important, sur les Dentorian Locus aujourd'hui. Le Horfrost, on sait que Nurgle, la force, c'est on a une mécanique de maladie où quand on fait des 6 à la touche avec toutes nos attaques, on met des tokens de maladie sur l'adversaire et ça fait des effets, notamment ça génère des blessures mortelles. Mais le problème, c'est que l'armée a quasiment pas de reine, donc de capacité à dégrader l'armure. Bon bah là, Horfrost, ça marche super bien quoi. On prend des mouches, on leur met à Horfrost, en fait vous avez des profils avec beaucoup d'attaques en 3+, mais aucune reine.
magnifique, je mets une reine là-dessus, ça éclate tout, quoi. Ça met de l'ABM, ça met de la saturation, et je mets de la reine. Trop bien. Donc en fait, je pense que Nurgle, il a pris un petit up, tout mignon, il était au milieu du tableau, et puis là, il fait « Oh, coucou, moi je suis là ». Il va pédaler en scoring, hein, contre les hauts du panier. Lui, il va devoir planifier sa game 2 jours à l'avance, quand les autres, ils vont pouvoir réfléchir pendant 2 minutes. Maintenant, l'armée, elle prend... Une pistache. Tu mets notre calou pendant que tu réfléchis. Voilà, donc clairement, les joueurs Nurgle, je pense qu'il y a moyen de revenir un petit peu sur le devant de la scène et de tenir la saison, peut-être de manière un peu plus agréable qu'avant, où tout ce qui était vétéran de galet, champion de galet, franchement, on n'avait pas trop de buffs, ça marchait pas de ouf pour nous. Là, ça a mieux marché cette saison, je pense. D'accord, ensuite, très rapido, parce que pour le coup, il n'y a que 4 changements de coup en point, mais qui en plus qui est potentiellement partagé avec d'autres armées, c'est les Flèche Eaters. Courtes, ces fameux nobles, en tout cas zombies persuadés d'être des nobles. Et on découvre aussi, on va pouvoir en parler tout à l'heure, mais surtout avec les Nighthaunt, par exemple, que Nagash, il perd 65 points. Enfin. Ouais. Et encore, il est toujours à 900, ce con. C'est ça. Donc déjà, les Flèche Eaters courtes, on peut noter, il y a eu 2 changements, entre guillemets, durant l'été qui sont arrivés. C'est déjà, ils ont pris un buff, c'est-à-dire une refonte des War Scrolls, des ghouls, des Crypt-Aurors et des Crypt-Flayers qui sont ressortis. Je vous invite à aller chercher les War Scrolls. On mettra tout simplement le lien en description, puisque c'est le site de Games. C'est ça. Et du coup, ces nouvelles fiches d'unité, déjà, c'était un vent frais. On accédait à de la reine quand on était à côté de nos personnages et tout. Nouveau mécanisme, merci de nous avoir donné ça. C'est très cool. Ensuite, ils ont été inexistants durant la dernière saison globalement. On les a pas vus. Il y avait des trucs à faire avec le mécanisme de repop, mais on se rendait compte que c'était pas suffisant pour faire tenir. Donc là, avec la refonte, bam, trop bien, on redécouvre le bouquin et on a eu des baisses de points. On peut mettre un nombre de trucs sur la table. C'est peut-être une des armées qui a le plus de figurines sur la table, de manière générale aujourd'hui, les plus populeuses. On a des très bonnes sous-allégeances. On a un scoring qui est pas bon, globalement, faut le reconnaître. Il y a eu un petit trou dans la raquette à un moment sur des mécanismes de repop avec la sous-allégeance Morgaunt et Nagash qui a été pareil faqué il y a de cela une semaine, donc c'est très récent. Donc ça c'est terminé, il y avait un petit trou dans la raquette, c'est fini. Maintenant, Fake a une belle place dans la méta aujourd'hui. On pense que le bouquin va bientôt être refait, notamment parce que ça commence à être vieux, hein, c'est un bouquin V1, un truc comme ça, donc c'est très vieux. Maintenant, je pense qu'il va revenir, il est toujours très bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous jouez Fake, c'est une des armées qui a peut-être le mieux survécu dans le temps avec Game Workshop, parce que les petits ajustements qu'ils ont faits leur ont permis de tenir sur la route. Et aujourd'hui, vous jouez contre un joueur Fake, même dans un environnement compétitif ou amical, c'est pas simple, hein. Il y a du monde sur la table, avec la refonte des War Scrolls, ça tape plus fort. La nouvelle saison, ils adorent, c'est-à-dire que le côté de mettre des petits Orfrost, donc encore une fois ce mécanisme d'améliorer des statistiques, quand on a des ghouls qui saturent mais qui n'ont pas de rend, ou qui en ont déjà une et qu'on peut l'améliorer, là c'est sublime. On a gagné entre guillemets une encore meilleure mobilité sur table parce qu'on a encore plus de monde. Donc ouais, moi j'aime bien cette saison pour les Fakes. Actuellement ils sont très bons, à voir comment ça donnera avec un nouveau livre, mais actuellement on les garde maintenant, on les garde 1 an. Franchement, les joueurs Fakes, ils se font plaisir en tournoi, donc c'est très cool. Même avec des difficultés sur les secondaires. Ouais, parce qu'en fait, ils sont tellement bons en prise de map et tellement anxiogènes à avoir ces morts qui arrivent de partout que franchement... C'est paysans, s'il te plaît. Pardon, les paysans, CR, chevaliers, voilà. Qui arrivent de partout, que ça marche bien à la table. C'est-à-dire que c'est fonctionne, c'est solide, exigeant à jouer, très long à jouer aussi d'un point de vue temps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de figurines, beaucoup de règles, beaucoup de bulles à respecter, etc. C'est pas simple. Donc si on joue avec un système de clock, ça peut être difficile. C'est un peu la difficulté de l'armée. On peut jouer Nagash dedans parce que c'est tellement pas cher qu'en fait c'est une des armées où il a le plus de mecs avec lui. Les sorts sont bons, donc ça va bien en plus avec Nagash. Donc franchement, ouais, moi je mettrais une petite pièce sur les Fakes en armée agréable à jouer malgré sa vieillesse là-dessus. Trop bien. Ensuite, Nighthaunt, pareil, quand c'était sorti, on s'est dit putain, c'est fort. Ouais. Et là, on voit pourtant que du vert. Alors explique-nous tout ça. Ouais, en fait, Nighthaunt, ils ont disparu, quoi. Pendant un an, pendant 6 mois, 9 mois, on n'en a pas vu. En fait, ils n'ont pas tenu la route avec les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que l'armée était forte, mais c'était quand même une armée d'élite. Nighthaunt, il n'y a pas grand-chose. Et c'était un gameplay de château. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est vite rendu compte, Nighthaunt, que c'était très bon, mais c'est très bon quand ça reste sur un quart de table, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on sépare l'armée en deux, ça marche plus. Dès qu'on commence à essayer d'étirer un peu le dispositif, ça marche plus. Donc en fait, c'est très fort quand c'est en château, c'est-à-dire qu'on se fait impacter ou on impacte, et puis après, on a ce mécanisme, toute l'armée qui désengage les charges, on met 14 meutes à l'adversaire, et on rase n'importe quoi, c'est trop fort, c'est super. Et on a des bulles qui sont courtes, donc on doit tout garder dans ce dispositif. Donc ça a un peu souffert sur ce volet-là, et donc il faut baisser pour entrer plus de monde sur map, et arriver à tenir sur la partie. Le problème de Nighthaunt, c'est qu'ils ont une bonne grande strat, mais que des tactiques un peu pourries. Voilà. Donc, sauf une qui force à jouer le Black Coach, qui est du coup ce carrosse noir là, qui est magnifique, mais qui n'est pas la meilleure unité du livre. Donc Nighthaunt, c'est toujours menaçant, c'est difficile à affronter, c'est éthéré, donc la sauvegarde n'est pas modifiable, ça met des bons dégâts, c'est très fiable, etc.
Je pense qu'ils aiment bien le système de scoring de cette nouvelle saison parce que ça va plus dans leur gameplay, c'est-à-dire ça bouge, on a une tactique qui demande de désengager des unités, charger avec 2 autres. Bon, bah ça tombe bien, j'ai toute mon armée qui désengage et charge, je suis content. On avait tendance à charger avec nos personnages, donc là ça rentre bien en plus avec la tactique. Donc je pense qu'ils ont gagné un meilleur scoring que la saison d'avant, quasiment. La mobilité, ça va parce qu'en fait finalement on avance quand même très vite. Donc si je veux sortir mon territoire en Hightone, T2, je suis en dehors avec tout mon château, ça peut fonctionner. Et puis j'ai ces cavaliers éthériques qui peuvent faire des mouvements de 24 pour aller prendre les bords de table, etc. Donc je peux tenir, puis j'ai des mécanismes de téléportation et tout. Je pense que l'armée, elle peut aussi jouer avec Nagash. Nagash, il peut apporter un second souffle à l'armée et une redécouverte pour les joueurs en Hightone. Maintenant, c'est une armée qui est devenue une armée pour moi d'experts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une armée de techniciens. C'est-à-dire que l'armée, elle n'est pas mauvaise. Par contre, elle a quand même des faiblesses intrinsèques. Et puis elle a connu son heure de gloire, donc beaucoup de gens la connaissent très très bien. Donc c'est très difficile de gagner un Hightaunt, par contre c'est ultra rewardant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous décrochez une victoire en Hightaunt, quand vous allez affronter un Gloomspite ou un Caradon ou un Soulblight ou un truc comme ça, bon, c'est-à-dire que ouais, vous avez bien joué, quoi. C'est votre récompense, c'est votre talent à la table en tant que général. Ça, moi j'apprécie. Maintenant, c'est pas le défi que tout le monde peut aimer. Donc faut le savoir, c'est-à-dire quand vous lancez aujourd'hui dans Hightaunt, vous avez une collection de dingue. L'armée est ouf pour des modélistes ou des non-modélistes, c'est trop bien. Le gameplay est magnifique, c'est agréable à jouer, à piloter, même à affronter. On voit les joueurs Hightaunt qui kiffent de tes mouvements, tu voles dans tous les sens, c'est trop bien. Mais c'est d'une difficulté qui est certaine, parce que la victoire arrive prudemment, par contre la défaite arrive très vite. Voilà. Encore une fois, vraiment, j'insiste sur le fait que sur AOS, en fait, on gagne une partie quasiment uniquement qu'à la fin de son tour, quand on décide de marquer les points liés à ses tactiques de bataille. Donc les Hightaunt sont extraordinaires, et comme tu le dis, c'est très bien écrit, très beau, si on ne compte pas les points et si on est juste sur une guerre d'attrition. Ouais. Et le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut se faire table rase mais gagner une partie parce que T4, on a mis tellement de points avec l'autre, mais justement, soit il a mal géré son séquencement sur, mince, en fait, c'est maintenant que j'aurais dû faire cette stratégie et pas tour 1. Ou, justement, le fait que, on peut plus la faire, enfin, voilà, ce genre de choses. Et en fait, c'est comme ça qu'on gagne une game à AOS. Donc, sur le papier, Hightaunt est très fort, mais sur son système de scoring, justement, c'est là où on va se dire, putain, j'ai table rase, j'ai mieux joué que lui. Ouais, sauf que lui, il a 18, je suis à 16. Bon, salut. C'est ça. Voilà. On va ensuite parler des Osiark Bone Reaper. C'est rigolo parce que pour le coup, quand ils étaient sortis, ils sont sortis justement dans l'air où on a commencé à dire mais qu'est-ce que fait Game Workshop sur son jeu, quoi. Ils ont pété le jeu. Ils ont cassé le jeu. Ouais. Par plein de mécanismes. Ce qui est rigolo, c'est que en fait, on se disait, il y a des mécanismes qui sont pétés à base de attends, tu mets -6 à la charge, un jeu où t'es à +3 d'engagement, donc en fait, il faut faire que des charges à 9 pour arriver à charger le dispositif central. Allez vous faire enculer. Ouais. Excuse-moi. Pardon les enfants. J'ai pas dit ce que vous avez dit, j'ai dit allez vous faire la crémière. Voilà, comme ça t'as compris. Hey. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que comme finalement ils ont tout eu, les mecs utilisaient même pas cette règle. En fait, ils ont mixé l'allégeance anti-magie parce qu'ils se foutaient du bonus, excusez-moi, ils se moquaient du bonus, mais ça n'était intéressant que sur certains match-up. Ouais. Et ils allaient chercher tous les autres bonus avec des optimisations. En fait, ils ont vraiment mélangé tous les mondes entre le choix de la sous-allégeance et les sous-allésions pour polariser une liste. Et en fait, ils avaient même pas besoin de justement de ces bonus à la charge. Or, là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de rouge. Ouais. Mais que ça reste encore, en tout cas pour toi et pour en tout cas les stats des événements qui recensent des parties, et d'ailleurs pas que les stats des événements mais aussi les parties qui sont jouées dès qu'on commence à référencer ces résultats via certains outils, c'est encore dégénéré. Pourtant là il y a du rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est dégénéré et qu'est-ce qu'on attend? Globalement, donc Osiark c'est au top comme on l'a dit de la méta aujourd'hui, ça vient de gagner le GT encore une fois à Nottingham ce week-end. Donc c'est très très bon, c'est très très fort, c'est tout en haut, pour plusieurs raisons. La première, c'est la puissance du livre et des War Scrolls, même intrinsèques. C'est-à-dire que même si on touche en coin au point, il faut y toucher de manière drastique parce que les unités, leurs règles et ce qu'on a écrit dedans et leurs stats sont tellement fortes que ça crée un problème et un déséquilibre. Si on prend ces War Scrolls-là, on leur rajoute en plus les règles Osiark qui sont d'un kiff déjà pour les pilotes Osiark, mais aussi d'une puissance intrinsèque. J'ai plus 3 mouvements, je peux désengager et charger avec toute mon armée, je peux avoir des plus 1 bless, des Finopen à 5, des protections contre les mortels, enfin, j'ai tout. J'ai accès à une boîte à outils de points de commandement qui est infinie en termes de réponse pour un bon général. Et je couple ça avec des War Scrolls hyper puissants. Bon, le problème c'est qu'en fait, quand on met les deux ensemble, ils ont beau avoir pas le meilleur scoring de tous les jeux, en fait, eux, ils disent, moi le scoring, il est ok, par contre en attrition, je t'éclate. C'est surtout, toi, tu m'éclates pas en fait. Parce que le problème d'aujourd'hui des unités Osiark, c'est qu'il y en a qui deviennent intuables. C'est intuable un Osiark. Vous avez des packs d'Immortis. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a dit on peut jouer des listes avec Catacross, ou alors on peut jouer des listes avec Arcane.
Puis comme d'habitude, il y a toujours un mec qui a levé le doigt et qui a dit oh, on pourrait peut-être jouer 2 aussi, ce serait pas mal. Ouais, mais t'as un sur map. Ouais, mais j'ai un qui meurt aussi. Donc voilà. Donc vous avez des joueurs au cercle qui commencent une liste avec 2000 points et qui finissent la partie, ils sont joueurs à 2000 points en fait, parce qu'ils n'ont pas perdu d'unité. Voilà. Donc il y a eu des combats, c'était serré, c'était cool, ils ont tapé, mais en fait à la fin c'est toujours eux qui gagnent. Parce que et ça c'est un problème quand vous n'avez pas d'échange de ressources, parce qu'en fait vous perdez pas vos ressources et vous les gardez, et en plus vous tabassez celles de l'adversaire. Bon quand on est censé perdre des pièces pour qu'il y ait une partie, un rythme, une ambiance à la table avec des rebondissements. C'est quoi à ton avis alors un bon nerf? Parce qu'on sait que ça fait partie de ceux qui sont observés par Game Workshop et qui donc risquent d'évoluer sur septembre. Il faudrait déjà, je pense, enlever les combinaisons entre les personnages et les unités, ou alors nerfer le côté d'avoir autant de points de discipline, donc c'est 6000 points de commandement qui leur permettent de faire autant de choses. Là pour le coup, ils en ont trop, donc ils font vraiment tout ce qu'ils veulent et de manière très puissante. Ou alors taper de manière très forte sur certaines unités, notamment les Immortis Guard qui sont ces géants squelettes un peu gardes du corps, qui sont censés au départ n'être que des gardes du corps, et qui ont pourtant une règle qui leur permet de se double activer. Ça ne sert à rien, c'est des gardes du corps, c'est censé être garder des personnages, donc ça doit se défendre ok comme des gros squelettes, mais pas tabasser comme des sourds parce que j'ai mis 3 règles en plus dessus sur un War Scroll qui se double active. Sachant qu'à côté j'ai un War Scroll qui est un War Scroll de combat. Bon si je dois double activer, au pire je mets un War Scroll de combat qui est hyper fort en combat, mais je mets pas des gardes du corps qui combattent en même temps. Ça n'a pas de sens dans la création de l'armée et dans son équilibre à la table. Et donc c'est en fait en tournant sur plusieurs aspects, au cercle c'est vraiment un truc en profondeur qu'il faut aller. C'est-à-dire que l'armée elle est... En fait le design global on aime bien, on apprécie la multiplicité des ordres, le fait que l'armée elle est une palette d'outils de général, c'est-à-dire d'ordres qu'on va donner sur la table pour déplacer ces squelettes de manière à répondre à tout ce qui peut arriver, c'est passionnant à jouer et à affronter, c'est génial. Le problème c'est que on peut pas le coupler à ça avec autant d'unités sur map ou d'unités aussi puissantes, voilà. Et Katakros se pose comme peut-être un problème par le fait qu'il ait une feuille de règles qui prend 2 pages de A4 et que ça fait trop de règles en fait, il y a trop de choses, il apporte trop de choses à l'armée. Alors c'est une belle pièce de support, mais à un moment quand tu supportes et que tu fais absolument tout dans le support, dans ton armée, sur toute la map avec en agissant plus sur l'ennemi, c'est trop. Voilà, c'est trop. Donc en fait, faut redescendre un peu d'un cran Game Workshop sur la puissance de... Tu penses qu'il faut que les mecs qui écrivent les livres qui sont trop passionnés, faut les détendre? Ouais, je pense que le mec s'est dit, c'est comme ça que je joue à l'armée de Nagash, ouais, tu te calmes. Et en plus, c'est con parce que c'est l'armée de Nagash en soi en termes de soldats, mais c'est celle dans laquelle on va quasiment pas le jouer. Ça sert à rien, puis beaucoup trop cher par rapport au reste. D'accord. On va enchaîner ensuite avec les Soulblight Gravelords. Donc la refonte entre guillemets des contes vampires de l'Hadès. C'est ça. Or, quand ils sont sortis, pareil, on a vu des mécanismes qui en termes de dégénérescence nous ont fait vraiment bondir, pour rester très poli. Ouais. Et encore une fois, je ne suis pas là pour me défendre auprès de certains haters ou juste de personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, qui critiquent en fait le fait qu'on avait fait une analyse qui était trop dure envers eux, ouais. Mais parce qu'avec une orientation peut-être trop compétitive. Mais encore une fois, moi je reviens et avec le recul, excuse-moi, FEP à 3 ou à 6 de l'adversaire, ça arrive dans un garage. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je trouve que là pour le coup, ça n'est pas justifié, puisqu'en fait ça n'est pas lié à une vision de jeu. C'est n'importe qui lit la règle, qui va la jouer comme ça, frustre son adversaire. Or, tu peux nous parler un petit peu des modifications qu'il y a eu? Ouais, donc il y a eu un gros modificateur, c'est déjà le premier, c'est sur la règle justement pour faire revenir les unités. Donc on se rappelle, les Soulblight, ils font revenir leurs unités, entre guillemets, à la fin du tour, adverse et le leur, par ce qu'on appelle des fausses communes. C'est entre guillemets les petits jetons que vous mettez sur la table, c'est pas des décors de faction. Donc on peut pas les péter. On peut pas les casser, c'est une grosse différence. Et il faut en mettre en dehors du territoire et puis dans son territoire. Et puis avant on jetait un dé, donc c'était entre guillemets 3+ pendant son tour et puis 4+ pendant le tour adverse, on faisait revenir une unité. Il n'y avait pas de respect de distance, à part le fait qu'il fallait être à plus de 3 de l'adversaire. Bon, tout le monde a sauté un peu au plafond. Imaginez, excuse-moi, que c'était à la fin de la phase de mouvement. Donc vous êtes le joueur qui n'est pas le joueur Soulblight. Vous dites, attends, je vais faire cette tactique-là, à ce tour-là, parce que je réfléchis, je vois la table, je vois un petit peu les ressources, je vois peut-être même où sont tes fausses communes, à la limite, pourquoi pas. Je vais faire mes mouvements, donc compter les figurines que je vais mettre sur un objectif et ainsi de suite. Potentiellement s'exposer en disant, écoute, ça, je vais essayer de te le sortir au tir, il n'y en a pas tellement, mais ça au corps à corps, blablabla. Et l'autre, il fait, ok, 3+ ou 4+, ok, je peux pas 3 pouces de toi, donc tu peux pas charger. Et en plus, potentiellement, je t'ai repris l'objectif. C'est ça. Donc du coup, ça posait des gros problèmes parce que ça cassait les tactiques auto. Donc ça, c'est un problème qu'on ne peut pas, entre guillemets, contrer ou quoi que ce soit, qu'on ne pouvait pas jouer dans la saison d'avant contre un Soulblight de manière équilibrée. Dans la nouvelle, ça a un peu changé grâce aux tactiques qui sont moins basées sur un certain système. Ça permet quand même, mais on a toujours un problème. Ce qui a été faké par Game Workshop et ce qui est important à prendre en compte maintenant, c'est qu'on peut toujours arriver à 3 pas de l'ennemi, mais que pendant son propre tour. On se rappelle qu'on ne peut pas charger derrière, donc il y a quand même un garde-fou, mais c'est très fort. Et le deuxième, c'est que quand on est dans le tour adverse, c'est à 9 pas de l'adversaire. Donc,
au moins l'autre, on peut pas lui couper sa charge en se mettant pile poil devant lui, ou en reprenant un objectif, si l'autre s'est mis à côté de la fosse commune, ça ne pousse un adversaire après que celui-ci ait bougé. C'est ça. Donc, on peut pousser les invocations à revenir plus loin sur la table, etc. Donc, on peut commencer à jouer un peu contre. Néanmoins, ça reste toujours trop fort. Voilà, ça reste trop fort. Pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme pour revenir et ramener les unités pendant le tour adverse. Ce qui fait que du coup, ok, quand ça revient pendant le tour, je peux pas charger. Mais si je reviens pendant le tien et que t'as pas prévu de me tuer cette unité parce qu'elle était pas sur la table quand t'as commencé à jouer et à bouger, en fait, après, moi, je joue, je la bouge et puis machin et tout, quoi. Donc, ça, c'est, on va dire, un très gros problème sur ce volet-là. Et en fait, là, on avait beaucoup eu qu'on appelle du sel lors de la relecture, c'était la Légion du Sang. Tout le monde te dit la Légion du Sang, c'est trop pété, tout le monde peut toucher à 2, on a des dragons empire éthérés, c'est une dinguerie et tout. Bon, en fait, la Légion du Sang, comme prévu, ça a fait première lecture, les premiers tournois, tout le monde a joué Légion du Sang, et puis après, tout le monde a regardé un peu, et puis a dit, tiens, Virkos, Légion de la Nuit, tout ça, ça a l'air pas mal aussi quand on met des hordes de zombies avec des protections à 5, quand je charge pendant le tour adverse, etc. Et puis là, ça a construit des dingueries. C'est-à-dire que maintenant, les nouvelles listes qui gagnent, c'est des full zombies en Virkos, etc. Donc il y a eu une petite explication de la règle d'explosion des zombies. Effectivement, c'est moins fort qu'au début. On peut mettre que des blessures sur les zombies qui étaient à 3 pas, etc. D'accord, ok, petit nerf. Mais en fait, le problème, c'est que c'est la résilience. C'est-à-dire je mets des pâtés de 40, 60 zombies, des squelettes, etc. Ça revient, ça prend les objectifs. Et en fait, du coup, au départ, c'est une armée qui est censée être forte sur les objectifs. On a beaucoup de monde, on prend bien la map, on a des beaux mécanismes, on tank au PV, comme on dit, on met 200 points de vue sur la table et puis on attend. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils ont des super tactiques aussi à côté, les meilleurs de tout le jeu. Voilà, donc ils ont un panel de tactiques qui est comme ça, auquel on rajoute du livre. Et les joueurs sous Blade, c'est les seuls joueurs, je pense, aujourd'hui du jeu, qui peuvent faire une partie entièrement scoring avec leur livre. Voilà, grande stratégie et tactique, 100%. Voilà, ils peuvent vous faire une game complète, juste avec ça. Bon, ça, c'est un problème. C'est-à-dire, quand on a parlé depuis le début d'armées qui piochent dans le livre et font moitié, etc. Mais ils sont obligés de faire ça s'ils veulent survivre dans une partie. Sous Bletch, il peut commencer à ouvrir le livre de base de règles, et quelle que soit la saison, parce que là, on n'est plus dans une histoire de saison, en fait. Le scoring de base du jeu pour gagner des parties, comment c'est écrit dans les livres de règles de Game Workshop, quel que soit le milieu, Sous Blight est 2 crans au-dessus de la première armée derrière lui. Voilà. D'accord. Ok, écoute, on va passer sur quelque chose de très positif pour le coup là, c'est les Gloomspite. Ouais. Parce que les Gloomspite, pareil, ils sont sortis, et honnêtement pareil, on avait été salés, et en fait, moi je voyais des arguments en disant mais c'est bien que ça soit vraiment pété parce qu'ils ont été nuls pendant 2 ans. J'ai fait partie des gens qui ont dit ça. C'est vrai? Mais allez vous faire enculer en fait, excusez-moi pour les enfants. En fait c'est pas ça, c'est pas... J'allais faire une blague dégueulasse sur certains peuples qui ont trop souffert, alors aujourd'hui ça veut dire quoi, on les met dans des châteaux? Non, mais, et ça n'est pas justifiable. En fait, en gros, Game Workshop doit s'assurer que le jeu soit tout le temps ok ou bien. Or, c'est pas parce que t'as été liquide pendant 2 ans que là, tu dois littéralement ne créer aucun jeu avec ton adversaire parce que je bouge de 40 et que je t'explose une unité. Ouais. Or, là, les Gloomspite, je trouve que, en tout cas, Game Workshop, certes, a fait une erreur lors de la sortie, et honnêtement, tout le monde a donné raison à ça après. Parce qu'on a vu sur table que c'était juste une aberration. Même certains joueurs Gloomspite ont arrêté de jouer Gloom, alors que les mecs c'était les défenseurs. Tu vois, non mais là j'arrête. Et Game Workshop justement derrière a fait une première augmentation de coût en points qui a été ultra pertinent. Ouais. Ça restait très fort, mais c'était plus contrable, on va dire ça comme ça. Et là on voit aussi beaucoup de rouge, mais avec du vert. Qu'en est-il donc des Gloomspite sur cette saison? Ouais, ils ont fini la saison sur les chapeaux de roue puisqu'ils ont fait numéro 1 et numéro 2 au championnat du monde en solo. Voilà. Et parmi les meilleurs scoreurs en équipe derrière, c'était l'armée la plus forte des champions du monde de cette année, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas encore les sous-blades, etc. Donc ils étaient au firmament. Maintenant, ils ont commencé la nouvelle saison et puis ils ont pris taquet sur taquet, au 100 points, plus nerf de la règle d'explosion des squigs, qui maintenant on a Voilà, en fait, l'explosion des squigs, c'était en gros, quand vous faisiez des dégâts aux squigs, ils avaient une très mauvaise braverie, ils ne pouvaient pas être immunisés à la braverie, donc avec le mécanisme de braverie d'AOS, ils explosaient, c'est-à-dire qu'il y avait des unités qui fuyaient pendant la phase de braverie. Et les squigs, ils avaient une règle, comme c'est des champignons qui courent un peu partout avec la bouche ouverte. Entre guillemets, quand ils fuyaient, on prenait une unité qui était à 9 pas, et sur un 2+, chaque squig qui avait fui faisait une blessure mortelle. Ils étaient remplis de gaz comme Achille. Voilà. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les joueurs, ils n'étaient pas idiots, ils fonçaient dans le tas, ils perdaient les squigs, et puis ils disaient, je vais pas tuer l'unité avec laquelle je suis en train de me battre, je vais plutôt aller exploser ton personnage derrière, et puis je vais jeter 15 dés, parce que j'ai pas eu 15 squigs. Sur 2+, tu prends des blessures mortelles, je t'atomise. Après, j'ai mes bergers, je commence mon tour, mes bergers, ils ramènent des 3 squigs chacun sur les 2+, et on recommence, et puis je vais te raser, et puis quand mon unité meurt, elle va revenir avec ma lune. Et voilà, et donc c'était des armées qui table rasaient des gens en 2 tours, c'était inintéressant, ça a fait chier tout le monde, voilà, c'était pas agréable.
Il y a eu une clarification aussi sur la règle des Squeak Boss qui permettait de ultra buffer les unités Squeak, où là, une unité ne peut recevoir qu'un seul buff de Squeak Boss une fois par tour, donc ça permet de rendre une vraie normalité au personnage par rapport à l'unité qui est censée buffer. Donc ça rentre dans le rang. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on redécouvre d'autres unités grâce à quoi? Grâce au fait que la cohésion de 6, donc coucou les trolls qui étaient jusqu'ici un peu un changer en disant les copains Squeak sont beaucoup trop forts. Bon bah là les trolls ils sont en train de dire attends parce que nous on revient et on est ultra balèze, surtout avec la nouvelle cohésion, on tape ultra fort, on a des super règles, on a des super sous-agences, on a tout qui va bien, c'est top. Donc déjà on revoit des armées full troll qui arrivent et qui perdent genre fort. Ça c'est trop cool parce que à table avec la nouvelle gamme, c'est une dinguerie. Voilà, vous avez les troll boss qui sont énormes, on joue tout et n'importe quoi, c'est trop bien. Ensuite, les squigs ont été nerfés, donc on peut moins mettre de choses sur table de manière générale. Toutes les unités qui composaient les armées d'élite, entre guillemets, des Gloomspite, ont pris un coup en point, donc bah, vous avez moins de monde sur table, donc c'est plus abordable quand on les aborde. Le problème aujourd'hui, c'est que l'armée est toujours très forte. Pourquoi? Parce qu'elle a un scoring de psychopathe, c'est-à-dire que peut-être après Soulblight, c'est le deuxième meilleur de tout le jeu, voilà. Et ça frappe toujours très fort quand même. Hein. C'est-à-dire que le squig, c'est pas si nerfé, c'est assez nerfé pour être abordable, mais ça reste très puissant. Donc voilà, donc l'armée est puissante, un bon scoring, mais à retrouver une place où qu'elle aurait dû avoir peut-être quand le bouquin était sorti, qui est beaucoup plus agréable. On a les figurines sont plutôt bien costées, on a une armée qui est en termes de présence sur table est ok. Le mécanisme de la lune, les joueurs maintenant ont appris que fallait avoir des monstres pour casser la lune des Gloomspite et leur enlever leur mécanisme de rip-hop. Donc si on fait une comparaison, les Soulblight ils reviennent à chaque phase, enfin dans les phases de tous les joueurs, et on peut pas leur enlever, tandis que les Gloomspite, c'est à la fin de leur tour, et on peut leur enlever. Yes, et le décor, il est comme as. C'est ça. Donc le moindre monstre qui pénètre un peu à l'intérieur des rangs, qui se téléporte, qui fait une charge et tout, hop, 3+, clac, t'as plus de mécanisme, il n'y a plus personne qui revient, et là l'armée elle patine un petit peu. Donc on voit qu'il y a une vraie difficulté quand en plus on casse la lune. Donc c'est sympa parce que vous avez une guerre à l'intérieur de la partie, qui est aussi d'essayer de lui couper son mécanisme pour revenir. Voilà, donc c'est une armée qui est globalement forte, puissante, mais qui est maintenant beaucoup plus agréable. On peut y revenir quand on est un joueur Gloomspite, on peut refaire des parties contre quand on est un adversaire, en prenant plus de plaisir. Donc ça, c'est globalement l'essence du jeu, donc c'est là où il faut aller. Trop bien. On va maintenant passer du côté de la destruction. On va commencer par le royaume des ogres, les Ogre Mawtribers. Intéressant, pareil, ils ont fait du yo-yo, ils avaient des bons war scrolls. Historiquement, leur battle tome était fait en deux parties, c'est-à-dire t'avais la partie des gloutons, c'est-à-dire des ogres, et t'avais la partie qui venait du froid, avec les Master-Ogres, ce genre d'énormes figurines, des mammouths. Or, malheureusement, le battle tome, alors qu'il a proposé quelque chose d'assez intéressant quand il est sorti, je parle même pas d'échelle de puissance, je parle déjà d'attrait intellectuel par rapport à tout ça. Ça a été aussi l'arrivée de nouvelles actions monstrueuses, je sais pas si tu te rappelles, avec les charges monstrueuses, c'était super stylé. Le problème, c'est que tout ça a été complètement occulté par le tir. Et qui, même si finalement ce tir s'est fait taper sur les doigts, ok, c'est cool, je suis passé de 3 canons à 2 canons, mais je te table rasé pareil. Comment est-ce que ça s'est passé pour eux sur la fin de la nouvelle saison et comment est-ce que tu les vois aujourd'hui? Alors, la fin de la nouvelle saison, ils ont survécu grâce à une liste qui était globalement la liste full monstre, donc avec plein de Stonehorn et de monstres de givre. Ça se passait ok. En fait, ça se passait ok pour... Déjà, ils bénéficiaient pas trop de la saison parce qu'ils n'avaient pas des super champions de galets, ils n'avaient pas des super vétérans de galets. Ils s'en fichaient, hein, c'était de la force brute. Ils s'en fichaient un petit peu, c'était pas très intéressant pour eux. Donc, ils sont plutôt contents qu'on ait changé de saison parce que finalement, tout ce qui peut venir, entre guillemets, est plus appréciable pour eux. Et le nouveau scoring, ils aiment bien. C'est-à-dire que le fait que les gens galèrent à scorer, alors qu'on se souvient que c'est un livre qui a un bon scoring, des bonnes tactiques, faut que j'engage tout le monde, faut que je désengage tout le monde, machin, etc. Ils ont un bon scoring, c'est une armée qui est mobile, hein. On se rappelle que quand on n'est pas engagé... T'as faim, donc tu bouges de 8. Exactement, tu bouges plus vite, etc. Donc, et puis ça a baissé un peu en points, donc globalement on a plus de mecs sur table. C'est ce que j'allais te dire, est-ce que tu penses qu'on va quand même retrouver des listes infanterie et pas canon, tir, par la coup en point, parce qu'il y a quand même beaucoup de verts, donc c'est quand même assez cool. Ouais, pour moi oui, très clairement, il y a le fait que on peut redécouvrir des unités, notamment les ventres durs qu'on n'avait pas encore vu, mais j'en ai affronté récemment, double frappe, Rainement 2, dommage 3, ça rappelle un peu des souvenirs, quoi. Donc moi j'aime bien, je pense que les armées, on peut toujours continuer à du full monstre pour ceux qui l'avaient, on peut refaire des armées un peu polyvalentes avec du gnoblard, de l'infanterie, des monstres, etc. Hyper belle sur table, avec un vrai charisme, etc. Et on est dans un bon gameplay des ogres, je pense que c'est très très appréciable. Et l'armée du coup au scoring remonte pour moi un peu dans le tableau, c'est-à-dire qu'elle dit
j'étais un peu descendu, j'avais pas trop de porte de sortie, la saison c'était pas trop mon truc. Mais c'est surtout, excuse-moi, mais on n'a pas découvert le Battletome. C'était tellement fort de jouer du tir que tu vois ce que je veux dire, t'avais pas envie de jouer tes petits gloutons, t'avais pas envie de faire tes charges dévastatrices où tu te téléportes. C'est ça. C'est dommage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, comme ils ont des monstres qui sont globalement assez tanky, on pense au Master Rock, qui du coup ont beaucoup de PV plus une protection, ils peuvent encaisser un blizzard. Donc en fait, ils ont une capacité aussi à survivre la plus grosse source de létalité qu'on a en face. Et ça, c'est peut-être une manière de s'en sortir aussi. Voilà, donc j'aime bien la façon dont ils peuvent aborder la saison, en plus de pouvoir potentiellement aller chercher des Earthfrost pour des pâtés de gloutons, ou bah du coup je vais monter en Reine-3 sur mes gloutons qui saturent de ouf, donc je peux faire des trucs sympas et tout. Donc il y a un truc à jouer, je pense, sur cette saison pour eux. Et en tout cas, ce sera assez agréable parce qu'en termes de scoring, ils vont tenir. C'est-à-dire que, encore une fois, si on prend un exemple, même contre un sous-blight, on peut arriver potentiellement à caler, pourquoi pas, 4 ou 5 tactiques sur 5 tours. Et donc, bah, on n'est pas ridicule, on a une bonne grande strat aussi interne à notre bouquin, qui était celle que tout le monde prenait avant, qui était générique, on avait la même. Bah là, en fait, on a gardé la nôtre et du coup, les autres ont perdu l'eau. Donc, on se développe. C'est ce qu'on avait dit. Ouais, donc, c'est ça. Et donc, bah, ouais, moi j'aime bien. Je pense qu'ils vont mieux s'en sortir dans un tournoi solo, équipe ou en club et tout, plus agréable maintenant. Tu penses quand même que ça reste quand même, c'est aussi une armée qui est juste moyenne? Ouais, c'est un bon étalon. Il a un scoring qui est moyen, une force qui est ok. Voilà, c'est pas mal. Et puis en plus, comme les autres se font taper dessus, bah lui, il reste au même niveau, il a même un peu plus de monde sur table, c'est cool. Ok, nickel. Ensuite, on passe au Zoroku Arclan, et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir du vert ici. C'est une des plus grandes allégeances qu'on a, puisque on peut jouer Big Wag, on peut jouer Orque Sauvage, on peut vraiment tout faire. C'est trop cool. Là, les buffs, ils sont orientés vers qui? Eh ben, ils sont orientés déjà sur tout le monde, et on a des buffs qui viennent déjà de la part de Game Workshop sur les tactiques. Donc c'est un des seuls buffs qui a été pris comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont dit, bah tiens les Zorouk, on vous aime bien, vous êtes verts, vous êtes sympa, vous aimez bien la guerre, clac, double tactique pour vous, une pour les Cruel Boys et une pour les Iron Joe. Donc ça c'est très sympa de la part de Game, je trouve ça cool. Ça met un peu de frais dans le bouquin, ça permet de tenir dans la saison, et puis il avait déjà les tactiques qui étaient pas si dégueulasses que ça, une bonne grande strat, et puis du coup bah, les joueurs qui disent, pas mal cette saison finalement, hein. Donc, et en fait du coup on voit, ils ont fini sur, c'était un peu terne l'armée, ils étaient finis en, il n'y a plus que les Iron Joe à jouer. Ils ont survécu grâce à un truc, c'était qu'ils avaient un des meilleurs champions de guerre de tout le jeu, qui était le méga boss à pied, qui pouvait se téléporter, avoir une destroyer pour taper très fort, taper en face de héros et tout. Ils avaient pris un bon buff de saison qu'ils ont surexploité pour tenir, mais ça tenait que à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la nouvelle saison, ça a redonné des buffs à toutes les armées un peu partout. Et donc bah, la Big Wag, qui fait son entrée, je pense, dans le top des armées du jeu pour la première fois, trop cool. Enfin, franchement, une allégeance de tous les orques pour dominer le monde qui devient sur les tables de jeu de compétitif, c'est trop bien. C'est très agréable en plus à jouer même en amical, parce qu'on a plein d'orques de différentes tribus et tout. Donc franchement, pour le kiff, c'est trop bien. Bonne Splitter, peut-être la sous-agence qui a le plus de mal, mais elle va beaucoup apprécier le Horfrost, parce qu'on se souvient de c'est une armée qui a quasiment aucune rend, mais qui a beaucoup de saturation. Donc elle va essayer, je pense, de fiabiliser beaucoup ce sort-là, qui est le plus important pour eux. Et puis derrière, on a Iron Joe qui prend une bonne tactique, qui était déjà très fort, qui adore le Horfrost, parce que bah, il a des cochons qui saturent mais qui n'ont pas de rend, et ça va lui permettre de survivre le tour après la wag. Bah, avant, pour avoir de la rend, fallait waguer pour passer des grosses sauvegardes. Là, on va pouvoir waguer plus tenter des sorts durant 3 tours. Donc quand je vais passer mon sort, je vais pouvoir charger sans waguer. Et du coup, quand je ne l'aurai pas passé, parce que l'autre m'aura peut-être gagné mon duel de dissipation, je vais pouvoir waguer pour quand même passer à travers et aller menacer. Donc moi, j'aime bien. Iron Joe sera bien aussi dans cette saison. C'était ceux qui avaient survécu. Et Cruel Boys, bah merci la tactique quoi. Donc en fait, Cruel Boys c'est peut-être après Iron Joe le deuxième meilleur scoreur du truc. Donc et puis il y a beaucoup de monde sur map. Donc en fait c'est plutôt sympa à jouer. Et puis bah ouais, ils ont pris 14 baisses d'affilée. Donc en fait à la fin il y a quand même 2 bouquins sur la table contrairement aux autres. Et donc je pense qu'ils tiennent contre les armées par le monde et le fait qu'ils aient eu des baisses successives, etc. Et l'aide au scoring. Donc moi je trouve Oroku Arclan top armée actuellement. Enfin elle est trop bien. Big Wag et Iron Joe peut-être devant, et clairement ça joue avec les meilleurs du jeu. Franchement, je pense qu'un Big Wag sous Blight, tu fais ta grande strat lui aussi, et tu fais 5 tactiques contre 5 tactiques, hein, tu le tiens. Donc c'est trop cool parce que tu tiens la meilleure armée et plus récente que toi et tout. Donc un bouquin qui a pas vieilli, qui est toujours trop bien joué. Toutes les games 30-30. C'est ça. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'ils se prennent des nouveaux modèles qui arrivent. On l'a vu en preview sur Warhammer Community, l'énorme cochon avec des nouveaux hard boys dessus. Entre guillemets, il y a 2 jours, ils ont dévoilé le nouveau boss à pied qu'ils allaient sortir. Donc l'armée, elle est pas lâchée. Il y a des nouvelles figurines. L'ambiance est incroyable à la table. Il y a des orques. Voilà. Trop bien. Ensuite, moi, ça m'a fait vachement plaisir de redécouvrir les Son of Behemoth. Je trouve qu'on a fait du yo-yo. On a une armée qui est arrivée, qui était extraordinaire quand le Game Workshop l'a dévoilé. Vraiment un retour du vieux monde, mais en grande pompe, tu vois ce que je veux dire, avec des modèles énormes.
Medieval Fantasy versus High Fantasy, magnifique. Ils sont sortis, c'était nul. Ensuite, ils ont été archi pétés, c'est-à-dire que les mecs, ils jouaient tout seuls. C'est-à-dire qu'ils faisaient tour 1. Ok, est-ce que mathématiquement, tu sais faire 300 PV? Non? Eh ben écoute, on va boire une bière. Voilà. C'était ça. Et après, finalement, ils sont un petit peu redescendus. En tout cas, on a trouvé des contres. Et derrière, ils sont devenus complètement injouables à une saison où si t'avais pas potentiellement soit des petits persos, soit des sorciers, tu faisais rien. Ça tombe bien, c'est ce qu'ils ont pas. Donc en fait, ils ont disparu. Ça a été annoncé, entre guillemets, aux premières lectures, de la part de tout le monde. Tout le monde a couiné. Et ça s'est avéré être vrai. Là, est-ce que tu penses qu'ils reviennent? En fait, ce qui est super intéressant pour les subs, c'est une première chose, c'est qu'il n'y a plus de tactique qui n'est pas entre guillemets faisable ou beaucoup moins qu'avant si tu n'appartiens pas à ce qui est ciblé dans la saison. Voilà, c'est fini le j'ai pas de champion de galet, donc j'ai pas accès aux actions héroïques, donc en fait le buff de la saison quand je suis joueur 2, je l'ai pas. Bon, ça au secours quoi. Enfin, c'est-à-dire, j'ai un buff de saison, il y a une armée dans tout jeu qui ne peut pas en bénéficier. Et quel que soit, vous pouvez construire votre liste comme vous voulez, vous ne pouvez pas en bénéficier. Et ça c'est fini. Ensuite, deux choses. La première, c'est qu'il y a une refonte de gamme sur les 2 bataillons des Sons of Behemoth qui étaient avant je gagne un bonus ou un artefact. Là maintenant ils ont dit en fait maintenant c'est les deux. Donc ils ont des super bataillons qui sont très forts pour l'armée, qui étaient globalement des pauses unifiées. Quand on appelle unifié, c'est que vous deviez tout déployer en même temps. Et du coup ça réduit votre nombre de pauses et donc vous pouvez mieux choisir qui commence la partie. Là en fait avant ils avaient ça ou un buff qui était de manière générale je crois relancer une charge et l'autre c'était d'avoir un artefact supplémentaire ou une amélioration. Bah là en fait c'est les deux. Donc vous êtes plus bas en pause et avec une amélio. Donc ça commence à être pas mal quand même, hein. Quand on a une armée qui a des très bonnes améliorations, on se souvient, ils ont des capacités d'avoir de la course et charge, des protections, plus de PV, taper plus fort et tout, donc c'est cool. Ensuite, c'est une armée qui a pas de sorcier. Donc globalement, ce qui est plutôt cool, c'est que tout ce qui aide à la dispel, on adore avec les Sons of Behemoth. Donc les déprimos, c'est trop bien. Le fait qu'on me donne une amélioration gratuite supplémentaire, alors que j'en ai déjà et que j'ai des bataillons pour en avoir, c'est trop bien, ça m'aide à dissiper. Le blizzard, pas cool dans la saison, 4 décibels quand ça fait du coup la moitié d'un géant, c'est pas génial, mais bon, j'ai des meilleurs trucs pour me prémunir de la magie, donc je suis quand même un petit peu content. Donc je pense, et globalement le scoring il est pas mauvais chez eux, ils sont très mobiles, ça prend ultra bien les objets, il y a moins de monde sur map de manière générale sur AOS, donc on a vu que leur scoring il a remonté pourcentage après pourcentage, ça a fait 5% en plus, donc c'est revenu de très bas, hein. C'était quasiment une des pires armées du jeu qui avait été abandonnée par les joueurs tout simplement. Et les remontes, ils arrivent vers les 40-45% de win rate estimé par Game Workshop en tournoi, donc entre guillemets c'est cool, enfin c'est trop bien. En fait ils reviennent et je pense qu'aujourd'hui ça joue, c'est-à-dire que même demain, tu vois, t'affrontes des armées très puissantes mais pas en attrition, par exemple comme Soulblight qui a un super scoring mais qui est pas fort en attrition, dépendant des armées qu'on va jouer, tu peux peut-être faire des games quoi. Il y a vraiment un truc où tu vas dire, écoute, on va jouer 5 tours, je vais peut-être perdre à la fin, mais par contre, il va y avoir une vraie partie entre nous. C'est-à-dire qu'on va partager, avoir des émotions, kiffer, je vais tenir au scoring, t'auras pas 15 points d'avance, et ça va être sympa. Je vais charger avec des gros géants, enfin bref, c'est super cool. Tu vas prendre du plaisir, et je pense que, par contre, c'est pas à sous-estimer, parce que ça reste une armée qui peut être très difficile à affronter si on n'a pas les armes pour. Donc je pense qu'il faut s'en souvenir quand on construit les listes. Tu vois là où je te rejoins parfaitement, c'est que c'est surtout par rapport à mon avis aux nouveaux scénarios qui sont très forts. Parce qu'en fait comme vous avez des grosses figurines ou 2 grosses et plein de petits, mais qui ont quand même un contrôle map très intéressant, vous allez être très bon en fait sur le fait de se dire ok, c'est cette partie-là de la table qui compte, j'envoie 66% de mes ressources. De toute façon, même si un mec pète une grosse pièce, il me reste potentiellement 60% de mes ressources. Et donc, T3, T4, je vais juste avoir le temps de backup sur la partie où c'est intéressant, c'est-à-dire de revenir aider là où c'est un petit peu faiblard, et potentiellement, justement, de nuller ou de contrebalancer cette vapeur-là. C'est ça. Si on prend par exemple des scénarios comme Pulse, donc cet objectif qui bouge quand il arrive dans la partie, ils sont ultra forts dessus. C'est-à-dire que demain, vous avez la meilleure armée de tout ce que vous voulez actuellement, vous affrontez un SOP dessus, c'est chaud. Parce qu'on parle de faut prendre un objectif pour être guillemets, et ceux qui le jouent, donc il faut tenir 2 objectifs qui bougent de assez peu, mais pour un géant, c'est rien. Donc un SOP qui dit commence, il prend les 4 et puis il dit vas-y joue maintenant, et puis celui qui joue en deuxième après c'est celui qui va choisir par où ça part. C'est accroché quoi. Et deuxième et deuxième chose qui a bien boosté enfin troisième, quatrième ou cinquième chose, mais qui a boosté, c'est que du coup maintenant ils ont le droit un peu d'aller, ils ont le droit de prendre des Gloomspite. Les Gloomspite ont pas mal d'unités qui sont pas très chères, qui leur apportent un peu de monde sur table, des unités qui servent à quoi ? Globalement à écranter, donc on peut protéger ces unités en mettant des unités devant, ce qu'on pouvait pas faire avant. Et on peut aussi aller sacrifier des unités qui ne sont pas des Sons of Behemoth. C'est-à-dire que si je dois prendre un objectif au premier tour,
bah, je peux envoyer 20 gobelins pourris le mettre dessus et pas mon géant à 450 points. C'est génial ce que tu dis, parce qu'en fait, en gros, l'armée souffrait de ce qu'on appelle un stat check. C'est-à-dire, tu parlais d'un pack de Varangard, tu parlais de ce genre de ressources. Si mathématiquement, tu sais sortir 35-40 PV, enfin, protection à 5 ou pas, tu sais que derrière, bon bah lui c'est bien, je sais que pour tant de ressources, statistiquement, je ressors ce gros sob. C'est ça. Or là, le fait d'écranter, ça change tout. Parce qu'en fait, en gros, tu séquences les attaques adverses en disant bah ouais mais mon pote, il va te falloir 2 tours pour passer cette ligne-là. Et ainsi de suite, c'est génial. Et en plus, t'as beaucoup de range 3, donc range c'est la portée des armes. Donc du coup, tu peux aussi dire bah je mets des cordons, je suis derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu viens laver mon cordon, mais moi je peux taper à travers, pas toi. Donc du coup, et ça je pense qu'il y a aussi des listes où peut-être on va jouer 3 Sons of Behemoth et puis on va mettre 400 points entre guillemets en allié, on va se prendre plusieurs unités pour aller chercher des trucs. Est-ce que c'est ça qu'on va jouer ou pas? Je sais pas. Ou est-ce qu'on va jouer aussi le fait, maintenant que ça a baissé en points, on peut jouer 4 Gatebreakers, donc le meilleur des Sons of Behemoth qu'on avait avant, qui était restreint à en jouer 3 maximum, là on peut en jouer 4. Donc pareil, ça change toutes les listes, parce que quand on arrivait à en jouer, gérer 2, peut-être 3, bah en fait des fois c'est juste le quatrième qui fait la différence quand vous êtes défini à 500 points, bah globalement ça change absolument tout sur une partie. Donc est-ce que lui va changer aussi? Voilà, moi en tout cas, j'ai un bon feeling pour les subs, pour pas évidemment truster, tout gagner, etc. Mais juste revenir comme étant agréable à jouer, à affronter, et les gens puissent les jouer et bénéficier des saisons. Voilà. Et on va se consacrer maintenant aux sorts persistants. On avait fait le choix de ne pas les présenter sur la première vidéo de cette saison. Là maintenant, qu'en est-il? Est-ce qu'il y en a qui se détachent des autres? Est-ce que c'est surjoué? Est-ce que finalement on préfère pas la magie brutale? Alors les sorts persistants, ils font un retour éclatant dans le monde d'Age of Sigmar. C'est une mécanisme qui est unique à ce jeu-là, qui est propre, qui avait été amené par Game Workshop, de ces sorts qui se baladent sur la table et qui ont des effets et tout. C'est unique au jeu, c'est agréable, il y a des gens qui apprécient le jeu aussi grâce à ça, parce que c'est sympa. Puis en plus, ils sont contrôlés par les sorciers, donc il y a un mécanisme où si je tue le sorcier, il devient entre guillemets sauvage, et donc chaque joueur peut le contrôler chacun à son tour, c'est cool. Et on n'en a pas vu énormément sur les tables, il n'y avait que les armées qui étaient ultra magiques en jouaient, donc Zinch, Luminette, etc. Les autres, c'était jamais, voilà. Là, gros retour, pourquoi? Parce que déjà il y a des buffs, on est sur une saison de la magie, donc forcément on regarde un peu plus tout ce qui tourne autour de la magie, et donc bah ouais, il y en a des très bons, il y en a des très très bons, et surtout on a cassé certains anciens sorts qui étaient vraiment trop puissants et pas très agréables, mais on a le retour d'anciens qui ont été soit buffés par Game Workshop, soit baissés en points, donc on peut penser, pour moi il y a un petit top de ce qui se détache, mais c'est, on a le Malevolent Maelstrom, qui est cette espèce de, ça ressemble un peu à une météorite qui est sur un rocher, qui va se stacker par rapport aux morts ou aux sorts qu'on va placer durant le tour, et qui à la fin de la phase où il va arriver à 6 ou plus, va tout simplement exploser, faire des dégâts en rayon, qui sera de D3 ou de 3 sur les sorciers. Donc c'est très puissant parce que ça vaut surtout que 30 points, donc ça vaut rien à ajouter à une armée qui va jouer avec ces mécanismes-là. On a ensuite les Geminid of Hysh, qui est peut-être mon top de la saison, qui est tout simplement un sort qui va passer sur les unités adverses et sur un 2+, va couper les ordres jusqu'à la prochaine phase d'héros, adverse ou la sienne. C'est très puissant, pour toutes les raisons qu'on peut invoquer sur toutes les unités qui peuvent se mettre des ordres. C'est super fort, moi j'adore ce sort-là, c'est mon sort préféré. On a la Gravetide, qui est cette espèce de marée un peu de squelettes et choses comme ça, qui est déjà un gros socle. Donc on se rappelle qu'avec les Endless Spells, ce qui est intéressant, c'est que c'est une notion dans Age of Sigmar. On peut les traverser, mais il faut avoir le mouvement suffisant pour passer à travers. C'est-à-dire que si on n'a pas assez de mouvement, en fait, on ne peut pas le traverser, on doit rester de l'autre côté. Donc il y a aussi cette notion que tout ce qui a un gros socle, globalement, si on le met à X pas devant l'unité... On le met pas devant, on le met tout mouvement moins le socle. C'est ça. Et pour dire, si tu cours pas, tu peux pas traverser. Donc si tu cours et que t'as pas course et charge, tu peux pas me charger, etc. Ou je vais gêner juste tes mouvements avec les décors, avec mes unités à moi, et je m'en sers un peu comme un truc de protection. Et donc la Gravetide, ça vaut que 30 points, ça met des blessures mortelles sur des unités sur lesquelles ça va passer, en fonction du nombre qu'il y a dedans. Mais pour 30 points, on a un bel objet de contrôle qui est assez sympathique. Donc voilà, c'est Endless Spells, là ils reviennent, on peut toujours jouer des soleils, on peut toujours jouer des trucs. C'est très cool, mais saison de la magie, donc même... par exemple, si on prend un soleil violet qui était un casting de 8, donc pas facile à lancer pour certaines armées, moi je suis Night Haunt, je le prends et je peux l'auto-lancer une fois par partie, mais après je peux le relancer parce que après j'ai mes déprimo pour m'aider. C'est pas... Je rappelle, déprimo ça veut dire 3d6 minimum, la moyenne c'est 10,5. Donc en fait, ce qui était frustrant par exemple pour Night Haunt, c'est ils ont un artefact qui permet de lancer un sort une fois par partie, gratuitement, il peut pas être dispel, etc. Ils jouaient beaucoup en jouant soit les coques, soit le soleil, et ce qui était frustrant pour les joueurs, c'est derrière, mon soleil, j'arrive jamais à le relancer parce que je sais pas faire 8 à 2D, et donc en fait c'est frustrant, c'est chiant, j'ai payé 80 points pour rien. Alors que tu as payé 15 €, toi il est des French Game Studio.
Et tu le passais en double 6 tout le temps. Et donc là, ce qui se passe, c'est que avec les déprimos, je vais pouvoir le relancer, voilà, et mettre une pression à mon adversaire. Et donc c'est sympa, je joue plus longtemps avec un truc que j'ai payé. Voilà, donc je trouve que les sorts persistants, en plus il y en a dans les sous-allégeances, entre guillemets, des livres qui sont très bons. Donc gros kiff, on en voit plus sur les tables, c'est joli. Il y a un bon gameplay, c'est intéressant à jouer, à affronter, etc. Et puis ça rend notre ami Cronspine, qui avait un peu disparu des tables, elle revient parce qu'elle se dit il y a plein de sorts persistants. Je peux les manger, les charger, etc. Donc gameplay qui est aussi intéressant pour faire revenir la Cronspine sur les tables. Honnêtement, globalement, c'est super positif. Ouais. À part deux verrues, et encore je trouve que même le terme de verrue, il n'est même pas si vrai que ça pour les Osiarques, il est plus vrai pour les Soulblight parce que c'est des mécanismes qui cassent trop. En fait, le fait de jouer, tout simplement, c'est facile quand... disons que je trouve que essayer de taper quelque chose qui meurt pas, c'est frustrant, mais tu joues. Oui. Juste dire, attends, je fais... non, en fait, je le fais pas. Ça, c'est nul. Ouais. Et voilà. Et donc, je trouve que, pour le coup, on est dans une super saison. Je l'ai dit en début de vidéo, on avait été un petit peu dur, mais je pense juste avec Age of Sigmar, parce qu'encore une fois, on aime les univers de Game Workshop, pensez pas que ça nous fait plaisir, et qu'on fait plus de vues quand on dit que c'est de la merde. Au contraire, c'est bien l'inverse. Ouais. C'est quand on crée quelque chose de positif, que les gens ont envie de jouer, et en tout cas, envie aussi de nous rejoindre dans cette euphorie-là, autour du fait de prendre du plaisir avec d'autres personnes acheter des dés. Et donc là, honnêtement, enfin, et merci Game Workshop, ils ont redressé la barre d'AOS, et je pense que c'est le truc qu'il faut retenir, et on n'a même pas encore eu le travail de septembre. C'est ça. Et donc, du coup, on voit qu'ils sont sur une traversée un peu où ils essaient de créer un jeu sain, équilibré, agréable, qui sera jamais parfait évidemment parce qu'on peut mais on cherche pas la perfection. On se rend compte qu'ils testent pas leur truc, donc ils sortent des livres. Des fois c'est équilibré, c'est sympa, des fois c'est n'importe quoi, mais ça reste quand même pas longtemps. On voit que l'ère Gloomspite, elle a duré 4 mois avant que ça rentre un peu dans le rang. L'ère Caradron c'est pareil. L'ère Soulblight elle va durer, elle aura duré 4-5 mois. Ok, c'est pas très long finalement à l'échelle d'un hobbyiste quand vous faites une partie par mois ou un truc comme ça, c'est quoi finalement 4 mois à attendre que ça bouge, c'est pas très vrai, puis ça entache pas le côté collection. Donc je trouve que pour la plus grande saison qu'on va vivre de la nouvelle ère un peu Age of Sigmar, c'est très positif. Game Workshop fait un bon travail, cible bien les unités, ça prend du temps, c'est pas toujours agréable quand ça prend trop de temps, parce qu'on fait des fois 1, 2, 3 parties pas très agréables contre des armées beaucoup trop fortes, mais il y a un vent positif. Le fait que déjà ils ont mis des super scénarios qui sont un kiff de rejouabilité incroyable pour les gens qui vont jouer l'année, que ce soit les compétiteurs, les joueurs du dimanche, les gens qui jouent en club et tout. Vois, c'est là où je trouve que même AOS, alors on est en 10e édition de 40K et je trouve que ce qui fait vraiment plaisir c'est les primaires. Et donc en fait ce système de scoring, je trouve qu'on est même encore en retard par rapport à la qualité qu'ils nous ont fait sur cette édition. Là le dynamisme, la variété, l'importance du choix de qui va commencer, qui va prendre le tour, ses répercussions, même l'ambiance qu'il y a sur les tables par les scénarios et tout, franchement c'est quasiment un sans faute de game sur ce volet là, donc c'est impressionnant que on a vu qu'ils ont fait des petits essais scénario par scénario pour arriver à ça, c'est très bon. Donc en fait s'ils arrivent à pondre des générations de scénarios comme ça, c'est magnifique pour le jeu de tous horizons pour AOS, et ça c'est le gros point fort de la saison. On couple ça avec une équipe qui se fait petit à petit vers quelque chose de sain, on ne parle pas d'équipe mais de quelque chose de sain, et franchement c'est un kiff pour les prochains mois qui s'annoncent. Yes, mais écoute, un grand merci à toi mon Titi d'être venu justement nous parler un petit peu de cette saison en 2 volets. Ouais. Là on sent qu'il y a quand même plus de recul et donc une maturité sur l'analyse, merci vraiment beaucoup pour ça. Vous avez vu, il est bon de se mettre à Age of Sigmar en ce moment, potentiellement jusqu'à l'été prochain, donc une petite année, avec un jeu qui est sain, sur lequel on va pouvoir partager avec la personne qui est en face de nous en disant putain t'as vu le scénar, il nous emmène, t'as envie de faire ça, putain je sais pas si je prends le tour. C'est là, il faut jouer avec et pas nécessairement que contre pour vraiment prendre du plaisir pendant 4 heures de jeu, c'est juste trop cool. Et faire des petits duels avec des primos, ça c'est un nouveau gros kiff de la saison. Ça on en a pas parlé, mais en fait le fait de récupérer en fait cette notion de sort irrésistible, c'est un retour sur les vents de magie de la 8e édition, même d'avant, mais dire qu'on retient la 8e édition de Warhammer Battle, c'est un vrai plaisir. Et l'histoire aussi du fiasco, bien sûr. Et franchement c'est une des règles qui est une des plus peut-être intéressantes et en même temps qui a ramené le plus de fun sur les tables de Age of Sigmar depuis longtemps. C'est-à-dire que oui, il y a toujours des règles sympathiques, etc. Celle-là, elle met en route les deux adversaires. Et de faire un duel, moi je suis à 4d6 contre tes 4d6, et qui est-ce qui va faire le meilleur score, et est-ce que tu vas passer un pouvoir irrésistible, est-ce que tu vas exploser, est-ce que tu vas prendre le risque et tout. Sur toutes les tables de tous les horizons de jeu, ça met une ambiance de ouf. Rien que pour ça, moi je prends un kiff total quand t'es là à faire les dés un par un et ça roule et hop t'as battu le dernier score du dé du gars. Et toi t'es en dissipation donc t'as un peu l'avantage et tout, enfin, c'est juste un kiff trop cool. Yes, en tout cas on espère clairement que vous avez envie de jouer à Age of Sigmar, on espère aussi que vous allez aimer cette vidéo, c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter les amis French Game Studio pour nous aider financièrement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description et nous on vous dit à plus les Wargamers.